Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Prep Dad Podcast. Ici on parle de nutrition, de santé, de bodybuilding et de beaucoup de choses. Tout ce qui pourrait être lié de près ou de loin à votre développement personnel. Je m'appelle Louis, Yann si tu le savais pas. J'ai un master en sciences et je serai votre hôte durant tout ce podcast. Pour rappel, ce podcast, il n'a pas pour but de dire des vérités générales, mais bien plus d'exprimer nos points de vue sur différents sujets. Encore une fois, c'est le reflet de certaines de nos pensées et je vous invite toujours à vérifier les informations qu'on pourrait dire, même si on met, quand on en évoque les sources, toujours en commentaire. Aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel, Yann.led sur Instagram, master en sciences, data scientist, ingénieur en mathématiques appliquées et en statistiques, MNU Certified Nutritionist, compétiteur en NPC naturel avec 3 victoires, mon ami, client, collègue, Yann, présente-toi pour les personnes qui ne te connaissent pas. Même si je pense d'ailleurs que ce podcast va plaire à beaucoup de monde, car vous connaissez sûrement déjà Yann. Écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Louis, merci de m'inviter sur ce fameux The Prep Dad Podcast. Merci pour l'introduction. Je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus avec toutes les éloges que tu m'as faites. Donc je m'appelle Yann Le Terrier, j'ai 26 ans. J'ai effectivement un cursus très scientifique où j'ai fait une école d'ingénieur en France, où j'ai fait un master en sciences à l'étranger avant de me rediriger, que ce soit professionnellement dans le coaching sportif et également en tant que loisir, on va dire, dans le bodybuilding naturel. Et c'est d'ailleurs le sujet du podcast d'aujourd'hui dont je suis très honoré de faire partie. Seul petit bémol, c'était un petit peu loin. C'était à peu près à 12 heures de vol de là où j'habite. Donc je suis quand même venu ici en Thaïlande uniquement pour tourner ce podcast. Donc j'ai beaucoup d'attentes évidemment aujourd'hui sur ce qu'on va réussir à faire. Évidemment, Yann a été dédommagé pour venir. Au sommaire de ce podcast, de quoi va-t-on parler ? On va parler de bodybuilding naturel. On va se concentrer sur la préparation en bodybuilding naturel, du off-saison jusqu'à la peak week. C'est un sujet qui revient très souvent. Les différences peut-être qu'il pourrait y avoir avec des personnes qui ne sont pas naturelles. Pour vous expliquer tout le sommaire, on va tout d'abord parler du off-saison, de ton off-saison actuel, le setup que vous pourriez avoir pour une préparation d'une manière globale, les différentes approches que vous pourriez avoir, comment bien ou moins bien faire une peak week, les erreurs à éviter d'une manière globale, et Yann nous évoquera les erreurs qu'il a pu faire, même s'il en a fait beaucoup moins que ce qu'il aurait fait normalement car il était coaché par moi. Yann va nous parler un peu des personnes qui coachent, des challenges qu'il pense rencontrer en fin d'année probablement, et enfin on répondra aux meilleures questions que j'ai eues sur Instagram à propos des préparations de bodybuilding naturel, et j'ai eu des très bonnes questions, donc je vous invite évidemment à rester jusqu'au bout du podcast. Donc Yann, comment est-ce qu'on s'est rencontrés ? Comment est-ce qu'on s'est rencontrés ? Alors, la vraie histoire. La vraie histoire, on s'est rencontrés. Parce qu'on nous demande souvent. À l'époque, avec une ex-copine, je lui cherchais un coach. Parce qu'elle était coachée par quelqu'un dont je ne citerai pas le nom, avec qui ça se passait relativement mal. Et j'avais envie de les mettre entre de bonnes mains, on va dire. Et je me suis dit, tiens, c'est moi qui vais choisir ton coach. En tout cas, c'est moi qui vais faire les recherches. Et je ne connaissais pas. Et The Prep Dad, c'était de là à peu près il y a 3 ans. Donc, tu faisais déjà, je pense, du coaching depuis peut-être un an et demi. T'avais 2 ans, 2 ans. T'avais potentiellement beaucoup moins d'expérience, on va dire, que maintenant, ou moins de visibilité. Ouais. Pour autant, j'avais fait une story sur Instagram pour demander si les personnes avaient des coachs à recommander, en particulier pour encadrer des femmes. Et ton nom était revenu, il me semble, 2 fois sur une vingtaine de réponses, ce qui n'était pas forcément la majorité. Néanmoins, j'avais pris le temps d'éplucher un petit peu tous les profils un par un. Le tien avait beaucoup plu, Louis. Beaucoup plus, et j'ai décidé de t'envoyer un message ou un message vocal, il me semble, pour t'expliquer un petit peu le contexte, qui j'étais, pourquoi je te contactais et pourquoi c'était pas mon ex-copine qui te contactait. Et à l'issue de ça, vous avez entamé un coaching ensemble. J'ai beaucoup aimé la façon dont tu t'occupais d'elle à travers le coaching. Et après, on s'est rencontrés la première fois à Paris. Je sais pas si tu veux rajouter des détails là-dessus. Ouais, non, mais moi je me souviens que quand tu m'as envoyé un message, c'était un message vocal, parce que Yann m'a envoyé, et je me suis dit qu'il avait pas du tout la voix du physique. C'est vrai qu'on l'a déjà dit plusieurs fois. Et non, mais maintenant t'as une voix un peu plus virile, je trouve. Bon, on abordera ça un petit peu par la suite. Mais voilà comment on s'est rencontrés pour les personnes qui se demandent. Et ensuite, grâce à toi, j'ai pu rencontrer ton frère, que je coach aussi. J'ai pu rencontrer Florian, grâce à toi également, et d'autres personnes, et je t'en suis très reconnaissant. Donc, j'aimerais qu'on aborde d'abord le off-saison. Yann, t'es en plein off-saison. Quels sont tes objectifs actuels ?
les perspectives que tu as. Et après, on peut parler également de comment on s'y prend cette fois-ci et peut-être déjà ce qu'on en a tiré du précédent off-saison qu'on a fait, car on a fait un off-saison ensemble d'août 2022 jusqu'en mars, c'est ça ? Ouais. 2023. Yann, quels sont tes objectifs actuels ? Alors, les objectifs actuels, ils sont assez simples. C'est déjà de faire mieux que le précédent off-season, qui était d'ailleurs réellement le premier off-season bien encadré. En tout cas, encadré par toi. Moi, j'ai toujours été quelqu'un, on va dire, de relativement chétif, maigre, qui avait du mal à prendre du poids. Et du coup, je suis comme beaucoup de personnes, je pense, j'ai le sentiment d'avoir été un peu en prise de masse ou en surplus calorique depuis le début de ma pratique. Néanmoins, je pense pas que je l'ai fait de la meilleure des façons. Et l'idée avec toi, c'était de commencer justement quelque chose de plus cadré, de plus quantifié, de peut-être un petit peu plus scientifique aussi. Et on est parti, il me semble, de 92 ou 93 kilos. Et sur du coup, le laps de temps que tu as évoqué, on a réussi à prendre quasiment 10 kilos. Je suis monté à... Je crois que ma pesée la plus haute, c'était 102,6, 102,7, ce genre de choses, qui a débouché ensuite sur une préparation de entre 5 et 6 mois, vu qu'on a fait 3 compétitions. Et là, cette année, l'objectif, c'est de faire mieux que l'an passé. En termes de durée, je pense que ça va être relativement similaire pour ce qui est du off-season, mais je pense qu'on a quand même récolté pas mal de données. On a vu les points sur lesquels je devais progresser en priorité. Et l'objectif ultime, c'est d'essayer de faire mieux aussi au niveau des compétitions que l'an passé, à savoir tenter peut-être cette fois-ci de ne pas uniquement participer en overall, mais de tenter de le remporter, aussi prétentieux que ça peut être. En tout cas, c'est l'objectif et c'est la raison pour laquelle je m'entraîne tous les jours. Et également, ce qu'il faut mentionner, c'est quand même cette fois-ci, on a plus de temps de off-saison. Parce que là, on a vraiment recommencé, on va dire, même si on recommence il y a quoi, un mois, le vrai off-saison par là. Ouais. Mais sauf que là, on a sûrement jusqu'en mars de l'année prochaine. Donc là, c'est à peu près, je pense, 10 mois de off-season. L'objectif dont tu avais parlé, c'était potentiellement peut-être de prendre entre 8 et 10 kilos sur ce laps de temps, ce qui ferait à peine 1 kilo par mois, 250 grammes par semaine, ce qui en soit... 1%, un peu moins. Non, en fait, 1% par mois, Moi. Ce qui ferait du coup nettement moins par semaine, et c'est quelque chose que je pense que j'aurais pas trop de mal à maintenir. Et puis tenter de progresser encore une fois sur les points faibles qui m'ont coûté la place que je désirais à Lille. Mais d'ailleurs, parce que là, on parle d'augmentation de la moyenne de poids. Quand vous êtes naturel, ce que vous devez vous dire, c'est sûrement une bonne augmentation par mois. Ça dépend de votre niveau, mais ça varie entre 0,5 et 1,5% par mois de prise de poids. Référez-vous à la moyenne par mois, parce que la moyenne par semaine, si vous êtes très avancé, ça peut être en fait très peu significatif si tu prends 0,25. Ouais, et puis ce qu'on dit, c'est que si on prend 1 kilo par mois, ça fait 250 grammes par semaine. 250 grammes par semaine, c'est quand même difficile, on va dire, à visualiser. Et puis même, on a l'impression que c'est très peu. Moi, je sais qu'en prise de masse, on aime bien prendre, 1 kilo de plus dans la semaine. Mais si on fait le total, il y a plus de 50 semaines dans l'année. Donc ça paraît un petit peu... c'est évidemment trop. Donc réussir vraiment à progresser très lentement, à contrôler le plus de variables possible et faire attention à ça. Et puis, au-delà de ça, c'est arrêtez de vous fier aux vidéos qui disent « Ah ouais, prenez 500 grammes par semaine ». Ça veut rien dire, c'est 500 grammes. 500 grammes si vous faites 100 kilos ou 500 grammes si vous faites 75 kilos, c'est pas la même chose, donc référez-vous à un pourcentage par mois, c'est sûrement plus intéressant. Et du coup, l'année prochaine, l'objectif pour Yann sera de concourir en NPC, comme l'année dernière, et aussi potentiellement dans d'autres fédérations naturelles. Je pense que j'irai faire un petit tour en WNBF aussi. Et pourquoi pas d'autres fédérations également, si jamais ça colle bien au niveau des dates. En fait, l'idée, c'est surtout de réussir à faire plus de shows, prendre de l'expérience et parce qu'il y a toujours les problèmes en NPC avec les régionaux naturels, en tout cas cette année qui était en juin, et le Pro Qualifier en novembre. C'est un petit peu difficile d'être prêt sur les deux périodes de l'année parce que ça fait perdre du temps de prise de masse et c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Donc voilà, je pense que s'il y a des shows dont les dates s'y prêtent, vous me verrez plusieurs fois sur scène. Ça me permet de prendre de l'expérience aussi parce que toutes les discussions autour du posing, de la prestance sur scène, je pense pas que ça fasse partie de mes points forts, donc c'est des choses qui sont à travailler et je pense que plus on les répète, plus on devient bon. Et on l'a vu en fait dans mes compétitions l'année dernière, je suis monté 3 fois sur scène, en tout cas moi je l'ai senti que j'avais de plus en plus d'assurance ou de moins en moins de manque de confiance on va dire, et à chaque fois que je remettais les pieds sur scène, j'avais l'impression d'être un tout petit peu plus légitime, de mieux maîtriser le posing, ça plus automatique, donc si j'arrive à reprendre un peu l'expérience cette année, ça sera déjà très bien aussi. Puis là, la particularité, c'est que la NPC, pour l'année prochaine, de ce que le président de la NPC IFBB Pro League, Tyler Manion, a dit, c'est qu'ils vont mettre le polygraphe. Alors, on peut critiquer les tests naturels, mais je pense que c'est un moyen dissuasif
pour certaines personnes qui ne seraient pas naturelles que de faire un polygraphe. Surtout si l'évaluateur du polygraphe est quelqu'un de relativement qualifié. Quel est l'objectif de ton off-saison actuellement, Yann ? Objectif du off-season, déjà progresser sur les points faibles qui sont en particulier le dos. Alors je pense que le dos c'est un point faible qui est musculaire, mais c'est aussi un point faible au niveau du posing. Je pense que, alors déjà, première excuse, je pense que j'ai des pathologies au niveau des épaules qui me permettent pas, on va dire, de positionner mes épaules dans l'espace réellement comme je le veux, faire des rotations externes, etc. C'est un peu compliqué pour moi et je le sens des fois à froid sur le posing quand je fais les bilans que mes épaules sont pas prêtes de se déboîter mais que c'est pas forcément confortable. Donc bosser peut-être un petit peu la mobilité aussi sur le posing et globalement même au niveau de la chaîne postérieure, je pense que si j'avais un peu plus d'ischio ça me ferait pas de mal. Donc réellement voilà, tenter de progresser aussi en termes de force. Je pense que retrouver mon plus haut niveau de force quand j'avais 102 kg à un poids de corps plus faible, ça sera déjà un très bon indicateur on va dire de ma progression. Vu que réellement la programmation que je suis en ce moment, elle est sur plein de points relativement similaires à ce que je faisais l'an dernier en termes de sélection d'exercices, même s'il y a quand même de la variété en termes de volume d'entraînement. Donc ça, on sait qu'on est à peu près dans les mêmes conditions. Donc je pense que si j'arrive à progresser en force, ça sera déjà un très bon indicateur de ma progression. Donc progresser là-dessus. Bosser un petit peu le posing aussi en off-season du coup, chose que je n'avais pas faite l'an passé parce que je n'aime pas ça. Et puis on verra ce que ça donne fin d'année prochaine. Mais en tout cas, j'ai très hâte. Puis surtout, du coup, là, t'as donné quand même... on a donné de bons indicateurs et le off-saison, entre guillemets, c'est quand même la partie, du moins en termes de théorie, la plus simple. C'est-à-dire que le but, c'est sûrement que vous ayez une surcharge progressive sur votre entraînement, vous progressiez, et donc un bon référentiel, c'est d'avoir un carnet d'entraînement et de voir les charges monter ou les reps monter, ou le stress global que vous avez en termes de, volume sur la semaine monter, que vous puissiez bien récupérer. C'est un bon indicateur, car vous n'allez pas voir des changements visuels d'un mois à l'autre, même. C'est ça, et ce que je dis souvent, c'est que la surcharge progressive, je pense que c'est un bon indicateur effectivement de la progression en prise de masse, mais c'est surtout un outil, on va dire, pour réussir à maintenir l'intensité d'une séance à l'autre, et c'est quelque chose qui n'est pas indispensable à la progression, et de toute façon, on voit bien en période de déficit calorique, c'est plus possible à partir d'un certain moment de continuer à progresser, mais je vois vraiment ça comme un outil pour se challenger. On pourrait très bien progresser sans surcharge progressive. Si tu me disais, Yann, tu choisis la charge que tu veux, le rep range que tu veux, et tu me fais des séries très proches de l'échec et tu fais tant de séries, je pense que j'arriverai encore à progresser. Néanmoins, la surcharge, ça aide, je pense, à tous les niveaux. Et c'est quelque chose que je fais en vrai depuis relativement récemment. En fait, j'ai commencé avec toi. Et même avant que tu me coaches, qu'on discutait, tu me disais, Yann, log tes perfs. Et moi, j'étais là pourquoi ? Je m'entraîne dur. Genre, à l'époque, j'avais le sentiment d'entraîner dur et je pense que je m'entraînais dur. Et du coup, je voyais pas réellement, mais ça vous paraît bizarre parce que maintenant, vous m'entendez peut-être parler que de ça. Mais je me disais, mais vu que je m'entraîne super dur, que je vais quasiment à l'échec sur chaque série, que je note ou que je note pas, je suis au bout de mon effort. C'est pas en notant que je vais augmenter mon effort et faire des meilleures séances. Finalement, on peut se rendre compte que si, il y a des moments, je sais pas, où on est plus fatigué, où c'est plus compliqué, je sais pas, où on a peut-être besoin de cette surcharge et de se dire, tiens, là, j'ai réellement un moyen de savoir si j'ai progressé par rapport à ma séance d'avant. Donc en vrai, ça fait peut-être 2 ans et demi que réellement je traque mes performances. Sur 10 ans de pratique, ça fait un quart. Donc c'est pour ça que je me dis que j'ai peut-être quand même un peu de marge de progression, en tout cas sur la façon de m'entraîner, la façon de m'alimenter. Et vu qu'on a collecté quand même pas mal de données sur le dernier off-season et la dernière préparation, je pense qu'on sera capable de se mettre très rapidement en place pour les compétitions l'année prochaine. Donc, ouais. Et puis encore une fois, si vous traquez vos performances, c'est plus simple d'être objectif par rapport à la séance d'avant, car vous pourriez vous dire, la séance d'avant, j'avais tout donné, mais là, j'ai donné plus au ressenti, tu vois. Alors que si tu as un moyen d'avoir une référence de ce que tu as fait avant, c'est plus simple de te dire, finalement, peut-être que là, j'en ai vraiment fait plus, ou j'aurais pu déjà en faire plus la semaine dernière. Parce que, par exemple, si demain, dans votre cahier d'entraînement, vous avez 3 séries et vous faites les 3 séries 10 reps à 100 kg, 10 reps à 100 kg, 10 reps à 100 kg, alors ça peut être une approche qui peut être faisable, si vous mettez des RIR à la première, deuxième et la dernière série à l'échec, mais la plupart du temps, si vous faites ça, c'est que vous êtes sûrement en deçà de vos capacités. Ouais, je pense aussi. Ça dépend après du volume d'entraînement également, mais même, je le remarque, la surcharge progressive, je trouve que ça permet aussi de s'échauffer plus intelligemment. Si vous savez quelle charge vous allez utiliser, vous allez trouver des meilleures charges, on va dire, pour l'échauffement, et vous allez perdre moins de temps, et ça permet aussi potentiellement de moins s'échauffer, en termes de temps, de durée. Moi, je sais que peut-être premier exercice de la séance, je peux faire 3, 4, 5 séries de chauffe si j'en ressens besoin. Des fois, quand je passe d'un pattern de mouvement relativement similaire, je sais pas, d'un développé incliné à un développé plus horizontal, je peux ne pas m'échauffer.
sur le deuxième exercice si je sens que je me sens bien et que je connais ma charge de la semaine d'avant. Sinon, on est obligé de faire des séries de chauffe pour tester cette charge-là. Et puis les personnes qui nous disent « Ah ben, je me souviens de la charge de la semaine d'avant », alors vous vous souvenez peut-être de la charge maximale que vous avez mis sur un exercice de la séance. Vous vous souvenez pas sur une poulie quelle charge vous avez mis, si vous avez mis 2.3 ou 7.2, enfin... Les charges, les réglages, potentiellement les temps de repos, les RR, il y a beaucoup de données qui sont importantes et c'est... Voilà, Et ceux qui disent « Ah oui, mais la plupart des pros, ils loguent pas », alors déjà, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais vous avez également beaucoup de pros qui loguent leur training. Si je pense par exemple à Jordan Peters, je pense que c'est un bon exemple de quelqu'un qui documente très bien ses entraînements. Et alors il est pas pro, mais... Oui, bon, mais c'est tout comme... C'est le meilleur amateur. Mais hier, on s'est entraîné avec Aaron, qui est pro dans une autre fédération aussi en PCA. Et qui log tous ses trainings. Qui log tous ses trainings, c'est... voilà. Qui note les réglages. Qui note les réglages. Il fait quoi? Il fait 120 kilos, il est relativement sec en plus. Il fait quasiment 130 kilos. Enfin là, il fait plus vers 120 vu qu'il a commencé la prépa. Et moi, j'étais étonné de voir à quel point il était sérieux sur la façon dont il notait ses charges. C'était très précis, c'était le respect du programme, en fait, comme moi je le fais. Et j'avais le sentiment parfois qu'à haut niveau, les personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience et beaucoup de niveaux savent ce qui fonctionne sur elles. Et des fois, elles adaptent un petit peu. Non, là c'est bon, j'ai fait 2 séries, je sens que c'est bien. Lui, c'est vraiment... très très précis et c'était agréable en fait de s'entraîner avec quelqu'un de ce niveau-là qui s'entraînait en fait comme moi en fait et ça c'était vraiment bien. Donc là on a parlé brièvement du off-saison, mais en termes ensuite de périodisation de votre année, j'encourage, si vous êtes coach, si vous êtes pratiquant, à faire ce qu'on appelle nous une roadmap, enfin ce que j'appelle une roadmap mais toi aussi, c'est-à-dire la planification annuelle des phases dans lesquelles vous allez être, c'est-à-dire vous dire bah là je vais faire X semaines de surplus par rapport à ce dont j'ai besoin et fixez-vous ensuite peut-être à certains moments, ça pourrait très bien être un date break de surplus et revenir à la maintenance une semaine. Ça pourrait être une mini-cut si vous sentez que vous avez un taux de masse grasse trop élevé. Ou ensuite, votre préparation est timée là bien. Et là, on va plus parler de ça. Mais la première chose, c'est d'établir votre année et ce que vous allez faire. Et c'est important. Alors déjà, sélectionnez la date de votre compétition. Et par rapport à cette date de compétition, réfléchissez, on va dire, en arrière et dites-vous, OK, combien il me reste de semaines par rapport à cette date-là? Qu'est-ce que je peux faire en off-saison? Qu'est-ce que je peux faire en déficit? Et quelle serait la bonne timeline, selon toi? Alors, déjà, il me semble qu'on n'est pas au courant de... Alors, pour moi ou en général? En général. Parce qu'il y a quoi? On n'est pas au courant des shows plus d'un an à l'avance? Bah, ouais, en tout cas, nous... On a une idée. On a une idée du fait que les pro-qualifiers naturels sont plus vers la fin de l'année et on aura sûrement un régional naturel en juin, sachant que je crois qu'il y a également un régional naturel en mars. Alors, du coup, là, toute la question, c'est de déjà se dire, est-ce que pour ce régional naturel, moi ou quelqu'un d'autre a envie d'être en condition sur scène en juin? Et ça, c'est quand même un gros dilemme, parce que ça peut être agréable de se présenter sur scène déjà en condition, ça peut être agréable d'aller à un show pour essayer de le gagner aussi, mais d'un côté, voilà, si je dois être prêt en juin, je pense qu'il faut commencer à me préparer en décembre, en janvier, alors que si je dois être prêt uniquement en novembre, on peut peut-être commencer à me préparer, je sais pas, en mai ou en juin. Donc là, il y a un petit peu ce dilemme à ce niveau-là, mais pour ce qui est de la timeline, je pense que se laisser suffisamment, en tout cas je parle pour le bodybuilding naturel, de temps en déficit calorique, notamment pour une première compétition, c'est quand même une très bonne précaution. Et je pense que mieux vaut être prêt en trop avance, tôt oui. que trop tard, surtout pour une première compétition comme je dis, peut-être qu'après, quand on a plus d'expérience, qu'on sait... Parce que, en fait, et ça c'est quelque chose dont je me rends compte, vu que moi j'accompagne pour la première fois des athlètes cette année, quand j'accompagne des athlètes pour la première fois, je ne connais pas leur poids de scène. Et ça, c'est plus difficile pour gérer une timeline. Parce que moi, on sait par exemple que sur scène, j'étais à peu près à 77-78 kilos. L'année prochaine, ça va sensiblement... on le savait pas. On le savait pas la première fois. Mais l'année prochaine, on va le savoir. Et du coup, on sait que ça va être sensiblement la même chose. Du coup, c'est plus facile de cadrer. Si par exemple, on se dit, tiens, je dois perdre 1 kilo par mois, j'ai 20 kilos à perdre, parce que je sais que je serai à 78 sur scène environ, il faut 20 semaines. Tiens, je sais pas, on s'en laisse 22, 23 potentiellement. Quand on travaille avec quelqu'un et on connaît pas son poids de scène, c'est beaucoup plus difficile pour moi d'établir la timeline et ça reste un pari. Combien tu penses qu'elle fera sur scène? 70, 68, 65, et parfois on peut aussi se tromper, et c'est pour ça qu'on peut pas prédéfinir la timeline, et le luxe qu'on a, c'est de pouvoir faire des check-ins réguliers et d'ajuster ça. Mais je pense également que c'est une des choses qui fait qu'un coach soit également plus ou moins bon. C'est-à-dire que je pense qu'à un certain niveau de coaching, on va dire, imaginons tout le monde a à peu près les mêmes connaissances. La capacité à prédire certaines choses, je pense que ça fait... Certaines personnes sont des top coachs sont très bons, et d'autres le sont moins, et c'est la même chose que le regard que tu as envers l'athlète. Et, qu'est-ce qu'il a réellement besoin d'améliorer?
Je pense que ça, c'est un peu une idée qu'on peut avoir et plus vous le faites, plus vous avez une idée qui paraît juste et plus vous avez des estimations et des paris qui sont de plus en plus précis. Pour une préparation naturelle, souvent, si vous la faites... Enfin, ça dépend de votre taux de masse grasse de départ. Ça mais dépend de départ, en fait, ouais, c'est ça. Souvent, on voit rarement des choses en dessous de 20 semaines, j'ai envie de dire. Pour être très près. À très haut niveau, pour être très conditionné. C'est le cas. Après, je pense que ça dépend aussi de la masse musculaire de base qu'a la personne. Est-ce qu'elle peut se permettre d'être extrêmement, extrêmement sèche si jamais, je sais pas, elle a que 2 ans de pratique et qu'il faut quand même garder un certain volume sur scène. Après, comme tu dis, ça reste aussi un pari. Quels sont les critères sur scène? Est-ce qu'il faut être découpé jusqu'au fessier, quitte à paraître très très maigre, à faire 60 kilos, parce que ça va être le cas pour certaines personnes? Est-ce qu'il faut trouver un compromis et être un petit peu plus plein aussi? Est-ce qu'il y a plusieurs compétitions dans l'année et on se dit, bah tiens, la première, ça sera plutôt un warm-up, on arrive à 80-90% et la réelle chance, c'est ça, parce que des fois, c'est très dur de maintenir une super condition sur 4, 6 ou 8 semaines. Donc il y a tout ça à prendre en compte, il faut prendre des décisions, il faut en discuter aussi avec évidemment les clients, parce que c'est eux qui vous payent a priori pour avoir un service et pour avoir un résultat, et c'est eux qui vont monter sur scène finalement. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont pas forcément évidentes, et d'ailleurs, moi je sais qu'en WNBF, quand on s'inscrit sur le formulaire, on doit, pour qu'ils puissent commencer un petit peu à faire les catégories, estimer le poids que tu feras sur scène. Et à mes clients, ils m'ont demandé, et il y en a, quand je leur ai dit le poids qu'ils feraient selon moi sur scène, moi, je me souviens de Daniel. Daniel, on a fini le off-season, on était vers 95 kilos. Lui, il se disait que vers 85, 83, 82, ça serait peut-être son poids de scène. Et moi, c'est ce que j'ai cru aussi il y a quelques années. Et maintenant, avec le recul, je lui ai dit, ça sera peut-être 10 kilos de moins. Genre, ça sera peut-être 75, 76, 77. Et ça, c'est pas évident à estimer. Et là, on parle d'athlètes naturels, mais je pense, du moins de ce que je vois, que des pratiquants qui prennent des produits dopants sont encore plus effrayés de ce poids-là. Et quand tu leur annonces, bah finalement tu vas faire 78 kilos et qu'ils étaient à 100 kilos en off-saison, ils se disent ah mais c'est léger. Bon après, encore une fois, le poids c'est une référence comme une autre, on s'en moque un peu. T'étais à 78 kilos, t'as gagné. L'important c'est le résultat. L'important c'est pas le poids que vous faites. C'est ça, en fait, il y a des physiques. Et ils vous demandent, alors bon, sauf pour certaines catégories, mais ils vous demandent pas votre poids quand vous montez sur scène. Bah non, c'est ça. Et moi, j'ai plein d'exemples, on va dire, divers et variés de personnes avec des poids de corps très différents qui ont des super physiques. Je pense à Arthur Gaines, moi ça m'avait un petit peu étonné la première fois où j'ai vu, il était descendu, je crois, à 71 ou 72 kilos. Alors qu'il fait ta taille, non? Alors qu'il fait ma taille. Je trouve ça, voilà, c'est pour le physique qu'il affiche, c'est vrai, je pense qu'on a l'impression qu'il fait plus lourd. Il y a des mecs, potentiellement, il me semble, comme Ken Fit qui arrive sur scène pas loin des 90, peut-être, je sais pas, 86, 87, 88, ce qui est beaucoup plus. Et des gars à très haut niveau aussi, peut-être comme Samuel Hartman, qui, je crois, finissent au-dessus des 80 quand même. Et en fait, on fait à peu près la même taille. Mon Ken Fit est plus grand, mais on fait à peu près la même taille. Charlie, la coacherie sur Instagram, qui lui, bah en fait, tire en body de moins de 80 kilos, il est râlé pas crête sur la limite, il est genre à 79, etc. En fait, il y a des gens très bons vers les 60. Dire qu'il y a une riche. Hein. Dire qu'il doit faire 60. Oui, il est plus petit, mais il doit faire peut-être 60. Il doit faire 1m65 ou 67. Ouais. 1m65, je pense, et il doit faire 60 kilos, je pense. Et en fait, voilà, il y a des gens, alors, si on prend. Après, il est très prend les gens entre 1m78 et 80, et puis il y a des gens très très bons, très compétitifs, en gros, entre 70 et 90, il y a une énorme palette, en fait, de poids qui sont possibles, avec des physiques très 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 compétitifs, et je pense pas qu'il faille avoir peur d'être léger sur scène. Moi, je pense qu'il faut avoir peur de pas être sec. Ouais, pas être sec. En fait, parce que, et on l'a déjà vu à plein de compétitions, quelqu'un qui est très musclé, très massif, très esthétique, qui pose très bien, s'il est pas sec, il gagne pas. C'est rédhibitoire. Parce qu'en fait, c'est la preuve que t'es pas allé au bout de ta préparation. T'as beau avoir un super physique, t'as beau avoir une très grande masse musculaire, les juges, ils voient que cette personne, elle n'est pas prête, elle n'a pas réussi à être à temps, elle n'a pas respecté, on va dire, le deal, alors que quelqu'un qui est potentiellement moins musclé, qui pose moins bien, au moins il est allé au bout du truc et il correspond à un des critères principaux d'une scène de bodybuilding, à savoir avoir un taux de masse grasse très faible. Et je pense que dans la plupart des cas, sauf s'il y a une différence qui est énorme et que vous êtes vraiment vous avez très peu de masse musculaire, que la condition gagne toujours. Et un bon exemple, c'est avec toi, quand tu as fait la Bionic classique l'année dernière, que tu as gagné en novice et que tu as fait 3e en open de ta catégorie. En classique, ouais. Classe B ou C? J'étais en classe B. Classe B. Bon, alors déjà, c'était une compétition qui n'était pas testée. Bon, Yann est naturel, mais elle n'était pas testée. Et comment est-ce que Yann a réussi à faire ce bon classement? Car il y avait quand même... vous étiez pas 3, t'as pas fait 3 sur 3. J'ai fait 3 sur 9 quand même. Donc voilà, 3 sur 9, et t'as fait premier sur peut-être sur 6, 5, 6. Sur 5.
Ça veut dire comment est-ce que tu t'es différencié? Bah réellement, je pense que c'était la condition. Parce que le posing n'était pas incroyable. Non, c'était ma première. Comment ça? C'était ma première scène. Donc que ça soit les poses en tant que telles, mais même l'assurance sur scène, c'est toujours un petit peu compliqué. Et même moi, dans les backstage, je me sentais. C'était pas une compétition naturelle. Donc évidemment, je me sentais moins gros que les gars. Je me sentais aussi moins sec. Mais très objectivement, je regardais les gars. Je voyais la lumière qui était sur eux, ils s'étaient tannés, ils congestionnaient. Moi, je me voyais pas dans un miroir, mais je me voyais, voilà, de ce point de vue-là, j'ai l'impression d'être beaucoup moins sec. Et quand j'ai revu les photos de comparaison sur scène, je me suis dit, putain, je suis le seul qui a des stries sur les fessiers. Alors, c'était pas le maximum de ma condition, parce que c'était encore une fois un régional. Finalement, on avait réussi à être quasiment prêt à cette compétition-là. Et en fait, ce qui m'a fait gagner sur les photos, je pense, c'est la condition. Quand je fais 3ème sur 9 en classique, là, en classe B, les 2 mecs derrière moi, ils sont pas 2 fois, mais ils sont beaucoup plus gros que moi. Ils sont beaucoup plus gros que moi, ils ont beaucoup plus de masse musculaire. Mais en fait, moi, les juges, voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, on évalue ce qu'ils appellent un package. C'est-à-dire que c'est pas juste la masse musculaire, c'est pas juste le posing, c'est pas juste, on va dire, la condition. Ça reste un mix de tout. Et visiblement, quand t'es sec, on va dire, c'est, je pense, la porte d'entrée déjà à attirer le regard des jurys. Et moi, je me souviens que j'étais un des seuls gars qui, en classique, remontait un petit peu le trunk là, de posing, parce que je voulais qu'on voit un peu quand même les fessiers derrière. Et il y a plein de personnes, je voyais, qui le baissaient au maximum. Alors, je sais pas si c'était la forme du trunk ou si c'était une volonté de les cacher, parce que en classique, je pense que c'est quand même moins important qu'en body. Donc, un conseil, arrivez conditionné à vos compétitions et peut-être que vous serez surpris du résultat, même si vous n'êtes pas le plus gros, parce que je l'étais pas. Et donc, bon, moralité, t'as aimé bien votre préparation, et demandez-vous également, et demandez à votre coach, est-ce que j'ai suffisamment de masse musculaire? Et à partir de la réponse qui est oui ou non, peut-être que vous en aurez pas assez, demandez-vous, est-ce que je veux quand même le faire? Parce qu'il y a des personnes, ils ont envie de le faire, ils s'en moquent de ne pas être assez musclés, ils veulent le faire pour eux, ce qui est respectable. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, faites confiance à votre coach, et parfois, moi, quand il y a des personnes, je leur dis, faut concourir, mais plus en fin de l'année prochaine, et donc faire encore 1 an de off-saison, ils sont peut-être surpris, mais la vérité, c'est qu'il y a une différence sûrement entre concourir et être compétitif. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, il y a un peu une mode, et je pense que c'est bien, parce que ce soit même sur le bodybuilding vraiment naturel, j'ai l'impression que ça se démocratise un petit peu, qu'il y a peut-être plus de shows, plus de financement aussi. Toi, tu as participé au financement de WNBF Belgique aussi, parce que tu as envie de soutenir ça. Venez en août. Cette façon, le 31 août, ouais. 31 août. Après, voilà, faire une compétition, tout le monde peut le faire. Il faut payer, et monter sur scène. Être compétitif à une compétition, beaucoup. Évidemment, voilà, c'est pas possible. C'est de finir premier. C'est comme si demain on fait une compétition d'athlétisme, on fait un 100 mètres. Est-ce que tu peux participer? Potentiellement oui. Est-ce que tu peux prétendre gagner? Je pense qu'il y aura des limites génétiques. Il y aura aussi des limites si tu t'entraînes depuis 2 ans contre un gars qui s'entraîne depuis 10 ans et qui fait des compètes depuis 8 ans. C'est pareil en bodybuilding. Donc, il faut tenter d'avoir un petit peu la tête sur les épaules et de pas avoir forcément trop d'attentes, ou en tout cas pas avoir de déception, mais bien communiquer avec votre coach, et que votre coach soit honnête vis-à-vis de ça aussi. Pas juste vous engager dans une compétition parce que ça va vous engager au niveau du coaching ou parce que ça va lui faire une expérience. Je pense que c'est important, et je pense que tu t'es déjà vu, toi, refuser, comme tu le disais, décaler des dates de compétition, ou en tout cas conseiller les personnes et dire, tiens, moi, je pense que c'est prématuré, ça serait mieux de le faire, voilà, dans 1 an, dans 2 ans, plutôt que d'engager quelqu'un là-dedans, qu'elle soit pas prête et qu'elle finalement elle soit déçue, et au final... Et en plus de ça, je pense qu'il y a 2 choses à prendre en compte avant qu'on parle des approches pour la nutrition, pour la prépa. La première, c'est l'environnement dans lequel vous êtes. Est-ce que vous êtes dans un environnement approprié? Deuxième chose, est-ce que vous avez les finances, même lorsque vous faites du bodybuilding naturel? Yann, parle-nous du point que tu préfères en premier. L'environnement, j'aime bien. L'environnement dans lequel on est, à savoir... là, on parle quand même d'un loisir, je pense, d'un sport. Il n'y a pas d'argent, je pense, à gagner dans le bodybuilding naturel, en tout cas... à part peut-être à très 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 haut niveau et encore. Donc c'est réellement quelque chose qui demande un investissement aussi alors financier, mais en fait j'ai dérivé sur la deuxième question. Pour ce qui est d'environnement, ce que je voulais dire, c'est que voilà, vu que ça reste un loisir, ça veut dire qu'on a forcément un travail à côté, une vie professionnelle, une vie personnelle, et c'est très taxant. Et si on veut réellement s'impliquer au maximum dans la préparation, je pense qu'il faut que les à côté soient déjà relativement calibrés. Si on fait une préparation, qu'on est en train de déménager, de changer de travail, qu'on est en train de se séparer avec sa copine, qu'on est en train, de construire une maison, qu'on a plein d'autres problématiques, plein d'autres stress, qu'on n'arrive pas à se libérer du temps pour faire les pas, le cardio, le posing, le training, ça va être très compliqué, et vous aurez peut-être le sentiment de ne pas faire votre préparation à fond, et le jour où vous mettrez les pieds sur scène et que vous faites deuxième, peut-être que vous allez vous dire putain, mais
Si je m'étais peut-être moins surchargé au niveau du travail, c'est un petit peu ce qui m'était arrivé moi, c'était une période où au niveau du business, il y avait un petit peu un tournant, j'avais plus de clients, on commençait nous à travailler sur différentes formations, je passais aussi les examens pour MNU et ça faisait beaucoup d'un coup et en fait je me suis rendu compte que je me suis peut-être surchargé au niveau du travail, alors c'était une très bonne période, mais c'est une erreur que je ne referai pas l'an prochain. Je vais me libérer du temps. Je pense que je prendrai plus de personnes en coaching, peut-être 3 mois avant ma compétition, pour réellement me libérer du temps, prendre plus mon temps sur le training, sur le posing et sur tout ce que j'ai à faire. Et donc, demandez-vous effectivement, est-ce que c'est le bon moment pour faire une compétition par rapport à ce que vous avez de prévu dans votre année. Et pour ce qui est des finances, ça dépend des fédérations, mais c'est vrai que c'est un coût, parce que je pense qu'il y a tous les clients que j'emmène en compétition cette année, ils étaient surpris des prix. Ouais. Et en fait, alors si je prends l'exemple de la NPC, il y a déjà la licence NPC qui coûte à peu près entre 50 et 100 $. Il y a le prix pour les différentes catégories. Donc si vous concourez, je sais pas, en classique et en body comme j'ai fait, c'est à peu près grosso modo 150 € par catégorie, donc ça peut faire 300 sur une compétition. Pour un régional ou pour le Pro Qualifier ? Les deux, c'était à peu près pareil. C'était plus de 100 € pour le régional et Pro Qualifier 150, je crois. Ou alors peut-être c'était Non, c'était pas vers 200 le Pro Qualifier. Et le régional était un peu moins cher. Donc, je crois quelque chose comme ça. Dans tous les cas, c'était quand même cher. En plus de ça, il y a le TAN qui coûte un peu plus de 100 €. Après, il y a les photos. Les photos, on a envie d'avoir des photos quand même. Donc, en général, on est prêt à les payer. Il y a le test antidopage qu'on paye aussi et qu'on n'a pas forcément. Petit message à NPC, j'aurais bien aimé avoir été testé. Parce que j'ai quand même payé 50 $ pour qu'on me dise « Ah, t'as même pas été testé ». Donc, faites-moi un test ou rendez-moi mon argent. Il y a le déplacement, il y a le Airbnb. Voilà. Et ça, j'en parlais même pas. Mais il y a le déplacement, le Airbnb. En NPC, en naturel, il y avait 2 shows l'an dernier. Un à Lille, en France, on a quand même beaucoup de chance. Un aux États-Unis, c'est beaucoup de frais. Le logement, c'est bien d'arriver quelques jours en avance. Donc au total, moi, j'avais calculé. Le régional, il m'a coûté à peu près, déplacement, tout compris, 500 €. Les États-Unis, ça m'a coûté à peu près 2000 € avec les billets d'avion, le logement, les vidéos. Je crois que c'était plus cher en plus l'inscription aux États-Unis. Un petit peu plus cher, ouais. Les vidéos avec Gilco Productions, donc qui étaient chères aussi et que évidemment j'ai prise. Bah oui. Et puis Lille, ça m'a coûté à peu près 1000 €. Donc si on fait 1000 €, ça me fait à peu près 3500 € d'investissement. Plus, en fait, quand on est en prépa, on s'alimente pas forcément pareil et peut-être qu'on mange moins en quantité. Donc les gens vont dire c'est moins cher. Sauf que ce qu'on mange en moins, c'est peut-être, je sais pas, du riz, des choses comme ça qui sont pas très onéreuses. Et on se tourne beaucoup plus vers des aliments qui nous font plaisir. On est prêt à mettre peut-être plus cher, je sais pas, sur son skier, sur ses fruits, parce qu'on est tellement obsédé par la nourriture qu'on n'y compte plus. Moi, je mangeais 600 grammes de fruits rouges surgelés par jour, 600 grammes de skier. C'est des choses qui, bout à bout, ça revient très cher et ça, on n'y pense pas trop. Après, du coup, il n'y a plus de resto à côté, plus ce genre de choses. Il y a potentiellement la supplémentation. Il y a beaucoup de frais et je pense qu'il faut être capable de les assumer et que ce soit pas un stress non plus de dépenser cet argent parce que je pense que plus on stresse, plus la prépa sera compliquée. Il y a le slip, 100 €. Le slip, mais je voulais le mentionner parce que si vous êtes une femme et que vous voulez faire de la compétition naturelle, un bikini de scène, c'est... alors, je vais donner la moyenne de ce que les personnes achètent. C'est en moyenne 400-500 €. Parce qu'il y a des personnes qui prennent un bikini vers 300 €, mais souvent... je crois que c'est des choses qui sont déjà préfaites avec potentiellement moins de design pour vous. Si vous voulez quelque chose qui vous plaît, souvent c'est 400-500 €. C'est une grosse dépense. Et également, juste pour le logement et le déplacement, je pense que c'est une des choses où il ne faut pas faire d'économie dessus. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de vous situer à une demi-heure en voiture de votre compétition et de prendre le Airbnb le moins cher. Même chose, vous n'avez pas envie de prendre l'hôtel le plus loin de la compétition. Et à chaque fois, quand on a fait même les États-Unis, on a pris le truc qui était le plus proche. On avait vu le meilleur Airbnb qu'on avait vu et c'était à quoi 10 minutes en voiture, même pas 5 minutes en voiture. Avec, il y avait Uber et c'était pratique pour y aller. Une cuisine aussi, obligé. Voilà. Une cuisine, fallait que je sois dans un environnement pour plutôt bien dormir. Alors bon, pour le coup, j'ai pas dormi la veille de la compétition, mais c'est parce que j'étais stressé. Mais si on arrive et qu'on est entassé, je sais pas comment, qu'on n'a pas de cuisine ou que c'est compliqué et que c'est du stress en plus, que c'est galère d'aller faire les courses, qu'il faut 1 heure pour aller à la compète, qu'on est en retard avec le TAN, qu'on transpire et tout, c'est plus compliqué. Donc faites bien vos calculs, mettez de l'argent de côté et demandez-vous si c'est le bon moment. Ouais. Et puis si vous êtes coach, pensez à votre passe coach. On ouais, 100 € dans non, c'est 200 € le pass coach, je crois. Et si vous voulez un pass média en NPC, oui, c'est 600. Parce que là, il y a Victor qui va venir au régional.
Et c'est quasiment 600 € Pour avoir le droit de filmer. Pour avoir le droit de filmer. À l'appareil, dans les backstage et tout. Non, mais c'est beaucoup Donc, il faut d'argent. penser à toutes ces choses-là un petit peu. Puis, sans compter les frais du coaching d'une manière globale, peu importe. Enfin, planifier ça un petit peu à l'année. Je sais qu'il y a un site qui s'appelle Compaq, K-O-M-P-A-K, où vous pouvez télécharger un tableur Google Sheet qui prévoit toutes les dépenses de compétition. Et le tableur est très bien. Je crois qu'ils ont un tableur pour hommes et un tableur pour femmes. Donc, vous pouvez regarder ça si ça vous intéresse. Bon, on a parlé du setup global de la préparation. Maintenant, lorsqu'il s'agit de sèche de compétition et des différentes approches nutritionnelles qu'on pourrait avoir avec Yann, on est tous les deux MNU Certified Nutritionist. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une formation de 1 an relativement poussée en nutrition. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de personnes en France qui la font cette année. Les examens approchent, donc bon courage évidemment à eux. Bon courage. Bon courage. Bon courage. C'est un examen qui... Non, en fait, c'est parce qu'en fait, on rigole en disant ça. Parce que souvent, quand on dit formation en ligne, les examens, c'est un peu... Bon, on le sait, c'est des QCM. Là, à Menu, la particularité, c'est que vous avez quoi ? Vous avez 4 examens avec des questions courtes, des choix multiples et également 2 sortes de dissertations autour de la nutrition. Et des cas pratiques. Et c'est timé, c'est pas temps illimité. C'est timé assez serré. Toi comme moi, on s'est rendu compte que même si on était bien préparé, c'était compliqué à la fin. Faut pas chômer, faut être très concentré pendant 2h30 pendant la durée de l'examen. Et puis c'est en anglais. Alors je pense que toi t'as plus trop la barrière de la langue. Moi, je pense que voilà, je suis moins rapide quand j'écris en anglais qu'en français. Ah bah oui. Et les personnes voilà qui sont pas bilingues ou suffisamment à l'aise, entraînez votre anglais, préparez vos fiches. Soyez capable de retrouver rapidement les informations, parce qu'en fait il y a plein de métiers où on n'a pas forcément besoin de connaître les choses par cœur, mais on a besoin de savoir retrouver, on va dire, les informations. Et c'est un peu le cas nous dans la façon dont on évalue le Advanced Training Mastery. Le but c'est de savoir retrouver rapidement l'information. C'est pas forcément la peine de connaître, je sais pas, le nom de toutes les insertions, on va dire, par cœur, mais savoir rapidement les retrouver, c'est quelque chose qui est très important. Et là c'est un petit peu la même chose, donc bon courage à tous ceux qui passent les examens MNU, ça va très bien se passer. Encore faut-il être bien préparé. Et évidemment, si vous voulez apprendre à bien savoir utiliser des logiciels pour être productif et trier vos notes, ma formation sur la productivité sera en lien dans la description de cette vidéo. Mais si on parlait de MNU, c'est parce que du coup, on va parler des approches nutritionnelles, c'est des choses qu'on voit dans MNU, c'est des choses que vous verrez dans... Bon, je le dis sur le podcast, mais on l'a déjà dit en vidéo, dans notre formation nutrition qui sort bientôt, du moins à la fin de l'année. Et il y a différentes approches qu'on peut prendre lorsqu'il s'agit d'une préparation. Et encore une fois, là, on vous parle de méthode. Le grand principe, c'est d'être en déficit calorique. Si vous êtes en déficit calorique, vous avez gagné. Maintenant, c'est l'approche la plus pratique. Il y a des personnes qui aiment bien le Fit sur macro, diète flexible, du moins. Votre coach vous donne un total en calories et en macronutriments et vous devez le respecter. Quels sont, selon toi, Yann, points positifs, négatifs de cette approche ? Alors, point positif, c'est que ça permet d'avoir une diversité au niveau des choix alimentaires, mais ça peut aussi être un point négatif. Alors, pour la partie, on va dire, positive de cette réponse, c'est que voilà, quelqu'un qui aime bien avoir de la diversité, des goûts différents, ne pas se priver au niveau des aliments, pas avoir la sensation d'avoir des aliments qui sont interdits, avoir une vaste, on va dire, palette de repas qui sont possibles, ça peut être quelque chose qui est agréable. Et le point négatif, en fait, de ça aussi, c'est que potentiellement, tu pourrais créer, je sais pas, des carences. Si t'as pas un plan alimentaire fixe, que ça soit au niveau, je sais pas, de ta micronutrition, tes vitamines, tes minéraux, au niveau des fibres, au niveau des acides gras, tout ça, peut-être que finalement, c'est compliqué de gérer ça parce que on dit bien que c'est une approche au macro, c'est pas une approche au micronutriments, même si c'est compliqué à faire et que ça reflète pas forcément réellement ton état de santé. Mais voilà, on passe à côté de choses. Peut-être que si demain tu me dis de faire une diète Fit sur macro, peut-être que je sais pas, je mangerai plus de légumes parce que je peux très bien rentrer dans les macros sans les légumes. Pour autant, c'est sûrement pas la meilleure des choses à faire. Donc, faut être vigilant vis-à-vis de ça. Et je pense qu'en réalité, il y a des gens qui pensent que c'est le type d'approche qu'on pourrait donner aux débutants parce que c'est les pratiquants avancés qui ont besoin de suivre un plan alimentaire qui est fixe. C'est plutôt l'inverse, en vrai. C'est le contraire. C'est quand je pense qu'on a beaucoup d'expérience qu'on est capable justement de faire des choix judicieux et intelligents là-dessus. Et peut-être que quelqu'un qui est débutant et qui sait pas comment construire des repas, si on le fait commencer avec un plan alimentaire pendant laps de temps, ça lui permet de lui apprendre des choses et peut-être que par la suite, il aura plus d'autonomie. Donc, 2 choses qui sont bien autour de ça, c'est donc, comme tu l'as dit, ne pas diaboliser certains types d'aliments, mais on voit également que potentiellement l'adhésion peut être moins bonne. Ça a été notamment appuyé par Lauria Cohen et al. En 2012. Et la deuxième chose, c'est sûrement une approche qui peut être viable à partir du moment où vous avez des niveaux de faim qui sont
raisonnable. Car quand vous commencez à avoir très faim, c'est peut-être là où vous pouvez faire des choix qui sont peut-être pas les meilleurs. Et savoir faire des calculs. Parce que faire ses calculs tout seul, déjà avec l'application, savoir calculer ses repas. Ouais. C'est facile de se tromper, on en voit tous les jours. Les conversions, cru, cuit, les aliments, tu prends le mauvais poulet sur MyFitnessPal, ce genre de choses. Tu lis mal l'étiquette, c'était écrit pour 150 grammes, mais en fait, toi, t'as pris 100 grammes ou l'inverse. Enfin bref, il y a des personnes qui ont du mal aussi à avoir une notion parce qu'elles calculent leur repas, elles disent, bah tiens, j'ai calculé, ça me fait 400 calories. Je pense qu'avec l'expérience, tu te rends compte, tu te dis non, ça fait, je pense, au moins 600. T'as pas forcément le recul et ça te paraît pas bizarre, tu refais pas tes calculs. Et du coup, c'est une charge mentale aussi en plus. Et c'est un des inconvénients. C'est-à-dire que t'es tout le temps besoin de faire tes calculs, de te dire, bah tiens, il me reste temps dans la journée, il faut que je me dépêche. En plan alimentaire, ça permet de enlever ça. Et du coup, peut-être justement, si vous avez cette approche-là, cherchez à planifier votre journée à l'avance, peut-être la veille au soir. Vous pouvez être flexible et quand même avoir l'esprit lucide et planifier à l'avance la journée que vous allez avoir le lendemain pour vous éviter justement de faire des choix peu rationnels plus la journée avance. Ou au contraire, vous avez très faim le matin, vous mettez toutes vos calories, il vous reste 200 calories le soir, vous allez faire quoi? Et ça peut être une approche viable peut-être en surplus calorique, en début, on va dire, de sèche, en fin de sèche à l'approche d'une compétition. Qu'est-ce qui s'est passé, Louis, quand un jour je t'ai appelé, je t'ai dit, Louis, j'ai très faim, est-ce que je peux remplacer mes patates par l'équivalent calorique d'avoine avec de l'eau? On était à genre 10 jours de la compétition. Du coup, là, vous pouvez pas... Enfin, du moins, c'est qu'on n'a pas envie de prendre le risque non nécessaire de faire des ajustements quand la condition est bonne. Mais ça, on va reparler après. C'est pour ça que avoir un coach, souvent, c'est bien. Et je connais très, très, très peu de personnes qui se préparent toutes seules et qui sont vraiment bonnes. La meilleure, selon moi, enfin, du moins qui me vient à l'esprit, c'est John Jewett. Je pense qu'il n'y a pas, du moins au top niveau, je pense que c'est la personne qui se prépare vraiment, vraiment tout seul et qui a le meilleur niveau mondial actuellement, on va dire, pour quelqu'un qui se prépare tout seul. Ouais, c'est clair. Mais je pense que c'est très rare sont les personnes qui peuvent faire ça. Franchement, moi, je m'y risquerais pas. Vraiment pas. Une deuxième approche que vous pouvez avoir, et ça, c'est une approche... On en a déjà parlé avec Florian dans le podcast qu'on avait fait. Je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas fait. Que tu as un peu appliqué à certains moments. Jeûne intermittent. Ouais. Et souvent, on voit que le jeûne intermittent, c'est une bonne approche pour beaucoup de personnes, car alors certaines personnes qui ne sont pas habituées à ne pas manger le matin, ça peut être compliqué au début. Mais quand vous êtes habitué à ne pas manger le matin, quand vous avez des tâches, par exemple, intellectuelles qui vous demandent une certaine concentration, un certain temps, vous commencez directement par ça le matin, ensuite vous êtes tranquille sur la journée, et c'est sûrement une bonne alternative, et également parce que ça va vous permettre d'avoir des repas qui sont potentiellement plus gros, c'est-à-dire à la place d'avoir 6 repas moyens, vous avez 4 repas un peu plus importants. Quels étaient les bénéfices selon toi du jeûne intermittent, Yann? Alors déjà, c'est ça, c'est soit avoir des repas qui sont plus gros et plus agréables ou plus fréquents en fait. Moi, je sais que j'essayais de repousser le plus possible mon premier repas. Je me levais, on va dire, en moyenne entre 6 et 7 heures du matin et je commençais à manger quand j'y arrivais vers midi. Des fois, il m'arrivait de commencer à 11 heures parce que c'était un petit peu compliqué. Mais je pense que quand on prend l'habitude de manger plus tard, je pense qu'il y a quand même une régulation au niveau de l'appétit, que ça soit physiologique ou même psychologique. C'est-à-dire que quand on prend des habitudes, c'est plus facile de s'y tenir. Et des fois, ça fait peur de ne pas manger le matin. En tout cas, moi, j'ai eu ce sentiment. Mais quand tu sais que tu as réussi à le faire un jour, tu as réussi à le faire 2 jours, tu te dis en fait, c'est quelque chose qui est possible. Et comme tu le disais, je pense que l'important, c'est d'être occupé. Quand on commence sa journée par un rituel, moi, je commençais ma journée par aller faire des pas pour justement m'avancer, réduire un peu mon stress et pas devoir les enchaîner en fin de journée. Je travaillais et en fait, le temps passait beaucoup plus vite. Je buvais du café, je pouvais boire des boissons gazeuses, des boissons zéro. Et en fait, ça m'aidait beaucoup. Et ensuite, j'avais le sentiment d'enchaîner mes repas, peut-être toutes les 2h30, 3h. Je mangeais 5 repas, on va dire, entre midi et à peu près 22h. Et c'était beaucoup plus facile pour moi. Et je sais très bien que si je commençais à manger dès le matin, la faim, en quelque sorte, s'activait un petit peu. Et je pensais à la nourriture dès le début. Si je mangeais à 7h, à 8h, j'ai une envie folle de remanger. Et le fait de se priver comme ça sur une certaine plage horaire, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que c'est une stratégie qu'on remettra en place. Et maintenant, j'ai le dilemme un petit peu opposé en prise de masse. Quand j'ai un petit peu moins faim, j'essaie de manger le plus tôt possible. Parce que j'ai pas envie que mes repas soient justement condensés en fin de journée. J'ai envie d'avoir quand même le temps. Donc, c'est des stratégies qui peuvent varier suivant la période. Et je pense qu'elles sont toutes très bonnes. Il faut pas avoir peur de cataboliser le matin, de perdre en muscle. Encore une fois, c'est... À partir du moment où vous avez suffisamment de protéines sur la journée, bien réparti, vous n'avez sûrement pas ce risque-là. La troisième chose à laquelle... Alors, c'est pas spécialement une approche, mais c'est surtout faire attention sûrement à un certain stade, c'est
c'est quoi, c'est indice ou index de satiété, indice de satiété. Ouais, indice, je pense. Et c'est, encore une fois, juste faire attention à quel point un aliment X ou Y peut vous rassasier. Est-ce que c'est vraiment plus optimal de mettre, par exemple, du riz que des pommes de terre? Est-ce que la cuisson de vos pommes de terre, c'est mieux de les faire à l'eau ou au air fryer? Parce que le air fryer, c'est quelque chose de très populaire, mais par rapport à la satiété, est-ce que c'est quelque chose de mieux? Bah, le air fryer, ouais, ça va faire perdre de l'eau et perdre du poids aux pommes de terre, alors que la cuisson à l'eau, ça va soit maintenir, on va dire, la teneur en eau, en tout cas la masse, on va dire, des pommes de terre, ou même l'augmenter un petit peu. Alors, il n'y a pas que le poids qui rentre en compte dans l'indice de satiété, mais ouais, c'est des choses qu'on avait mis en place, que ce soit les pommes de terre, que ce soit utiliser du skyr aussi, ça c'est quelque chose que moi j'adorais, et on a transitionné un petit peu de la whey vers le skyr sur certains repas, parce que bah c'était quand même plus consistant et moi je prenais beaucoup plus de plaisir. Des fruits aussi pour avoir plus de volume, un peu plus de légumes. Et j'avais finalement des repas qui, avec du recul, étaient quand même tout à fait honnêtes, tu vois. Même si sur le moment j'ai l'impression que c'était des petits repas, on avait réussi quand même à construire quelque chose de relativement sympa. Ouais. Et là, le skyr, parce que le skyr, ce qu'il faut se dire, enfin skyr zéro ou fromage blanc zéro, 100 grammes de fromage blanc zéro, c'est à peu près, je crois, 20 grammes de whey. À peu près. Alors, whey classique. En fait, il y a toujours le compromis de est-ce qu'on fait l'équivalent calorique ou l'équivalent en protéines, parce que c'est jamais vraiment pareil. L'équivalent calorique. L'équivalent calorique. Ah non, ça doit. Parce que. Ah non, en fait, alors moi, dans ta tête, j'ai 100 grammes de skyr, c'est environ 55 calories. Ouais. 10 grammes de protéines, environ. Ouais, ça fait 10 grammes. Et du coup, en whey, je pense que ce serait 15 grammes à peu près. Ouais. D'accord. Parce que 15 fois, donc ouais, c'est globalement ça. Donc 15 grammes, je sais pas, vous faites le double. 30 grammes de whey, 200 grammes de skyr. Des fois, 200 grammes de skyr, ça fait quand même plus plaisir. Et justement, par rapport au volume, ce qui est intéressant aussi, et je vois beaucoup de coachs qui les enlèvent parfois en préparation, maintenez des fruits. Alors déjà, maintenez des légumes, mais ça, souvent, personne n'a de mal à en ajouter en déficit, mais maintenez également des fruits. Si on regarde le total calorique de fruits et de la plupart des fruits rouges, ananas, etc., il y a relativement peu de calories. Enfin, pastèque, il y a relativement peu de calories dedans. Ouais, les fruits les plus caloriques, bon, hormis la banane, fruits rouges et ananas, c'est à peu près 50 calories pour 100 grammes. 200 grammes, c'est quand même une bonne portion, ça fait 100 calories. Je pense que c'est quand même au niveau de la satiété. Moi, je mélangeais mes fruits rouges à mon skyr, donc encore plus de volume, rajouter même du konjac dedans, parce que voilà, à un moment donné, j'avais besoin que le truc il soit un peu plus consistant. Mais je pense que c'est très important d'être attentif à ces choix alimentaires-là. Et de pas se dire non, il faut que je continue à manger du riz, du poulet, ce genre de choses jusqu'au bout parce que c'est mieux. Déjà, c'est pas vrai. Et surtout, ça va vous rendre la tâche beaucoup plus difficile. Et est-ce que vous allez réussir à respecter votre déficit jusqu'au bout si jamais vous avez extrêmement faim toute la journée? Quand bien même, ça serait moins bien. Et encore une fois, je pense que c'est pas le cas. Si ça vous permet de tenir le déficit et d'adhérer au déficit plus longtemps, je pense que c'est réellement ça qui compte. Et justement, après, pour justement le plus fullness factor, les boissons zéro, ça peut être intéressant. Les boissons gazeuses, ça peut être intéressant. Le konjac, alors le konjac, c'est pas zéro, parce que le konjac, il y a des fibres. Mais, par rapport à ce que vous digérez, c'est presque zéro en soi. Bah, le konjac, c'est pas zéro. Après, voilà, même les boissons, etc., les monsters. Les monsters, c'est 20 calories quasiment. Ouais, t'as une quinzaine. En fait, ça dépend. Mais t'as à peu près 15 calories dans une monster. C'est pas beaucoup. Quand tu finis par en prendre 2 ou 3, ça peut être quelque chose. Si en plus de ça, tu prends du konjac, suivant lequel vous prenez, il y a peut-être 8 calories au 100 grammes. Et encore, comme tu le disais, tu digères pas forcément tout parce que c'est quasiment que des fibres. Si en plus les personnes, je sais pas, elles pèsent pas leurs légumes, ce genre de choses, qu'elles se rajoutent 20, 30, 40 calories, si elles se décident au milieu de la préparation, je sais pas, de prendre du collagène, de prendre d'autres choses qui au final restent comme des protéines, etc. On se retrouve vite avec 200 calories qu'on se dit mais non, moi je mange, je sais pas, 2200 calories. Bah non, en fait vous êtes à 2400 parce qu'il y a plein de petits détails auxquels vous faites pas attention. Donc voilà, soyez quand même vigilants à ce niveau-là. Et d'ailleurs, les légumes en préparation, c'est pas à volonté. Ouais, c'est ça le problème. Légumes à volonté. C'est pas à volonté en termes de quantité. Et en termes de choix non plus, c'est-à-dire que, bon, il y a des légumes peut-être plus caloriques que les autres, mais ceux qui prennent des poêlés, surgelés, etc., de légumes, regardez bien la composition, regardez bien les ingrédients. Déjà, quand il y a marqué poêlé, voilà. et pas mélange. Et moi, je prenais... Déjà, je faisais un peu une fixette, c'est-à-dire que je prenais même les légumes qui avaient le moins de calories. C'est-à-dire que, je sais pas, même si, en fait, la façon d'évaluer les calories, elle peut être différente d'une méthode à l'autre, si par exemple j'avais 2 paquets d'haricots verts surgelés et que j'en avais un, il y avait 17 calories et l'autre 22, moi, je prenais les surgelés où il y avait 17 calories, même si au final, je pense que c'est la même chose. Mais là, pareil, prenez des compositions où il y a en ingrédients uniquement des légumes, qui est pas
Des fois, il y a du dextrose, il y a de l'huile, il y a ce genre de choses. Faites attention parce qu'en fait. Et puis sans compter qu'en plus, si vous prenez ça, par exemple une poêlée avec de l'huile, vous ajoutez le risque du fait que les industriels ont le droit à un pourcentage d'erreur qui fait que potentiellement vous consommez quelque chose avec encore plus de calories que ce qui a déjà mentionné, qui a plus de calories que ce que vous vouliez. Ouais, tu m'as dit qu'il y a à peu près 20%. En fait, alors, je crois que ça dépend des produits, je crois que ça dépend des législations. Je crois qu'aux États-Unis, c'est 20%. Je me demande si dans l'Union européenne, c'est pas un peu plus strict. Ça change rien. 20%, c'est absolument énorme. C'est beaucoup. 20%, ça veut dire qu'ils écrivent 80 calories, ça peut être 100 calories déjà. Ouais, donc déjà, de base, voilà, comme tu disais, si c'est déjà plus calorique de base et qu'en plus, moi, je pense que s'ils ont le choix et ils ont cette marge d'erreur, ils vont toujours rabaisser un peu les calories parce que c'est plus vendeur. Quelqu'un qui se dit, ah bah tiens, il y a moins de calories dans ceux-là, je vais les prendre. Donc soyez vigilants. Ouais. Mais après, s'il y a moins ou au contraire, s'il y a moins de composants, ils économisent sur le fait qu'ils en mettent moins. Ouais, possiblement aussi. Après, je sais pas si ça. Donc j'ai pas ces stratégies agroalimentaires en tête, mais dans tous les cas, faut faire attention. Je pense même à ces détails à partir du moment où on a envie d'essayer de faire ça à fond et à haut niveau. Une autre technique qui peut potentiellement être intéressante. Alors ça peut être intéressant en surplus, en déficit également dans certaines mesures si vous réussissez à adhérer à ça. Je crédite Martin McDonald pour ce terme car il est trademark, c'est le carb bunching. Et le carb bunching, c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est avoir peu ou pas de glucides pendant une période étendue de temps durant la journée, et ça peut potentiellement faire des changements légers, mais statistiquement significatifs sur votre composition corporelle. Et ça pourrait être une technique à mettre en place, notamment peut-être si t'es avancé, peut-être que c'est quelque chose qu'on fera, ou c'est quelque chose que je fais avec quelques personnes là que j'ai en préparation, c'est-à-dire que peut-être les 2 premiers pas de la journée, donc vous commencez peut-être à manger à 11h, midi, et rien que vos 2 premiers pas, vous avez uniquement protéines et lipides dessus, vous n'avez pas de glucides durant une certaine période. Et ensuite, vous avez des glucides uniquement sur certains repas, et ça pourrait potentiellement être intéressant pour votre composition corporelle. Ouais, effectivement, c'est des choses qui sont... alors le carb bunching ou le fait de cycler un petit peu j'allais venir après. De glucides, ça a aussi des applications dans les sports de performance et d'endurance en particulier. Ça pourrait potentiellement améliorer ce qu'on appelle la flexibilité métabolique, ce qui est peut-être moins pertinent, on va dire, en bodybuilding. Et néanmoins, en fait, nous, on l'a fait un petit peu sans le vouloir parce qu'à un moment donné, on a dû réduire les calories. Oui. Et en réduisant les calories, au final, moi, j'avais des fois, parfois, mes 3 premiers repas où j'avais comme source de glucides uniquement des fruits rouges, ce qui faisait quand même 600 grammes, donc c'est pas 0 glucides, mais j'avais quand même 2 repas en fin de journée avec 300 grammes de pommes de terre. Donc d'une certaine façon, ça ressemblait un petit peu à ça. Est-ce qu'on a vu des avantages réels à utiliser ça ? L'adhésion déjà, parce que moi, ça me paraissait déjà mieux, mais pourquoi pas, voilà, essayer aussi de faire attention, parce que je pense que le timing, on va dire, des repas ou des macronutriments, il est de plus en plus important à mesure que les calories sont réduites et qu'on doit peut-être les périodiser autour de l'entraînement avant de dormir. Moi, je sais que j'ai besoin de pas mal dormir avant de dormir, alors qu'en prise de masse, quand on tourne à 600-700 grammes de glucides dans la journée, je pense qu'on n'a plus réellement besoin de se soucier de l'ordre des repas, ce genre de choses. Et justement, là, tu as parlé de périodisation des glucides, ça peut être intéressant en déficit. Alors déjà, ça peut être intéressant juste pour l'adhésion d'une manière globale, parce que il y a quelque chose de motivant à avoir des jours bas et des jours hauts, et c'est quelque chose que je vois avec des personnes que j'ai en coaching, avoir 3 jours bas, 1 jour haut, ça fait qu'il y a un jour quand même où vous avez beaucoup plus potentiellement de calories que vos jours bas, donc ça peut être bien. Faites juste attention à ce que vous respectiez bien votre déficit sur la semaine, car je connais également certains coachs qui parfois disent là tu fais un jour haut, tu refais un jour haut, tu fais un jour bas, puis au final vous vous retrouvez à la maintenance parce qu'ils n'ont pas calculé sur la semaine. N'oubliez pas, les calculs à faire c'est sur la semaine. Et pour les glucides, c'est intéressant ce que tu disais, ça devient important plus on avance dans une préparation par rapport notamment au fait peut-être pour le maintien des performances, etc. Donc peut-être si vous avez des glucides, maintenez-les autour, peut-être avant de dormir ou autour de l'entraînement, mais sachez également autour de l'entraînement que rien qu'une petite quantité de glucides amène des changements significatifs. Et je crois qu'il y a eu quelques études sur le sujet, mais notamment la plus connue, c'est celle de Menno et Salman, c'est une des 2 études qu'il a publiées. Je crois que j'en ai parlé dans le podcast que j'ai fait avant, et c'était de l'ordre de 15 grammes après l'entraînement, donc c'est pas quelque chose d'énorme. 60 calories, ce qui finalement peut très bien s'intégrer, je pense, à un plan alimentaire si ça apporte des bénéfices. Et donc, si vous faites des jours bas, des jours hauts en glucides, faites juste attention à vos calories sur la journée. Également, peut-être des jours bas et des jours hauts en lipides. Parce que dans la mesure où la densité calorique est absolument énorme, ça pourrait être intéressant d'avoir des jours où peut-être vous avez un peu moins de volume et vous avez vos lipides en majorité ces jours-là, sachant que
La plupart des vitamines, vous pourrez les stocker dans votre corps. Et d'autres jours, beaucoup plus haut en glucides. Et vous diminuez un peu les lipides pour avoir encore plus de volume que vous mettez avec les glucides. C'est ça, et adapter tout ça à votre semaine, à votre train de vie, à ce qui est possible à mettre en place pour vous. Et moi, j'ai en tête l'exemple de Mika, avec qui on a fait la première compétition. Alors, il avait un rythme de vie assez particulier, mais ce qui se passait, c'est que pendant 5 semaines, il était en formation dans une autre région que celle où il vivait. Et le vendredi et le dimanche, il faisait plus de 8 heures de voiture. Et on s'est servi de ces journées-là pour le faire manger beaucoup moins, parce qu'en voiture, en fait, déjà, t'as pas de tentation, t'es dans ta voiture, t'as rien. Je sais qu'il y a des personnes qui en voiture ont pas forcément faim, des fois, je sais pas, t'as un petit peu mal au ventre, ce genre de choses. Le temps, il passe vite ou pas vite, mais dans tous les cas, c'est plus simple que d'être chez soi à attendre. T'es dans ta voiture, t'as 8 heures, t'as rien dedans, tu peux pas penser, en fait, imaginer manger un truc. Ah tiens, j'ai envie que mon prochain repas, il arrive. Donc, on te faisait manger 1500 calories sur ces 2 journées-là, ce qui permettait d'être un tout petit peu plus haut sur les 5 autres jours de la semaine, où il y avait aussi les entraînements, du coup. Donc voilà, ça dépend de ce qui est faisable. Si vous avez des journées très occupées, peut-être que manger moins, ça vous paraîtra pas plus dur en fait. Et donc là, j'aimerais juste qu'on parle de qu'est-ce qu'on doit changer lorsqu'on se rapproche de l'échéance. On va dire que vous avez commencé, vous étiez à 25 semaines, on va dire. Vous avez fait une bonne timeline. Là, on se rapproche, on est à 12 semaines. On va dire que c'est relativement proche. Oui, 12 semaines, c'est très loin et c'est très proche en même temps. Sûrement une des premières choses à faire, c'est si la personne était au macro, de commencer à se rapprocher vers un style un peu plus, alors j'ai envie de dire strict, parce que de toute façon en réalité c'est ce qu'il faut, parce qu'on sait que si vous avez beaucoup de variété dans votre alimentation, ça peut potentiellement augmenter votre faim, parce que vous avez c'est quoi, est-ce qu'il y a une traduction pour la palatabilité des aliments? Non, c'est le pas caractère savoureux, mais à quel point il procure du plaisir. Ouais, c'est à quel point il procure du plaisir, et c'est notamment dû, je pense, à la texture, etc. etc. Et on sait que si vous avez beaucoup de variétés dans votre alimentation, ça peut augmenter vos niveaux de faim. Et donc, c'est peut-être le moment où vous avez déjà faim et vous avez envie d'avoir moins faim. Enfin, ou du moins de pas aggraver ça. Donc, potentiellement, diminuer les choix que vous avez, ça pourrait être intéressant. Et passer sur quelque chose d'un peu plus strict. Ouais, que ce soit au niveau des choix alimentaires, c'est ce qu'on avait évoqué avec l'avoine, mais là c'était très particulier parce que c'était à 10 jours d'une compétition et tu voulais pas qu'on prenne le risque que ça affecte, on va dire, ma digestion ou quelque chose. On avait fonctionné avec certains aliments, mon physique était bien, prendre le risque de changer, je sais pas, que j'ai mal au ventre ou même... alors, je pense que tu pensais pas que ça allait m'arriver, mais imagine je mangeais quelque chose de nouveau et j'arrive pas à m'arrêter. Alors bon, il y a des personnes avec qui ça arrive, c'était prendre un risque pour rien, et en fait le fait que tu m'aies dit non, je pense que c'est pas la meilleure des choses à faire, le fais pas. En fait, je l'ai enlevé de ma tête et je me suis dit, avant je l'avais considéré, donc j'en avais très envie. Donc c'est important en fait d'avoir un plan, et je pense que quand on a trop de possibilités, on réfléchit trop et au final on pense encore plus à la nourriture et on risque potentiellement de faire des erreurs. Donc comme tu dis, transitionner d'une approche plus flexible à peut-être plus rigide, ça peut être une bonne chose, notamment lorsqu'on se rapproche de l'échéance. Et également parce qu'on n'en a pas parlé de la magnitude du déficit. Alors, ça dépend à quel point vous pouvez être agressif au début par rapport à votre capacité à adhérer à un plan. Mais plus vous allez perdre en taux de masse grasse, moins vous voulez risquer de perdre du muscle. Donc, potentiellement, partez lorsque vous êtes plus gras sur un déficit plus agressif. Plus vous vous approchez, on veut potentiellement réduire la magnitude de ce déficit-là. C'est pour ça. En plus, ça ajoute une récompense parce que potentiellement, tu réaugmentes un petit peu les calories et ça aide la personne à rester motivée jusqu'au bout. C'est peut-être à ce moment-là... on va dire 8 semaines avant la compétition, ou peut-être vous allez vous dire, là, on devient moins agressif pour, encore une fois, s'assurer de ne pas perdre de muscle, ou moins en perdre que ce que vous allez perdre, car vous allez forcément perdre un certain degré de la masse musculaire, même si vous faites tout votre possible pour ne pas en perdre. Et ça peut être intéressant de diminuer la magnitude de votre déficit, de toujours être en déficit pour continuer à perdre, mais de s'assurer au moins de minimiser les dégâts que vous pourriez avoir. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est pour ça que c'est plus pertinent de raisonner en termes de pourcentage. Simplement de perte de poids ou perte de gras par rapport à son poids de corps. Si on se dit, tiens, je perds 500 grammes par semaine, le pourcentage sera différent, parce que 500 grammes de 100 kilos, c'est pas pareil que 500 grammes de 80 kilos. Et dire, je sais pas, je perds 0,5% de mon poids de corps, ça veut dire que quand tu fais 100 kilos, c'est 500 grammes. Quand tu fais 80 kilos, c'est 400 grammes. Alors c'est relativement la même chose, mais ça reste quand même plus pertinent. Et voilà, comme tu dis, peut-être l'adoucir aussi pour tenter de maintenir, on va dire, des bons niveaux d'énergie, une bonne qualité de vie, parce que c'est important. D'où le conseil d'être prêt peut-être un peu plus tôt que... Et ça dépend de votre taux de masse grasse de départ, mais souvent au départ, vous pouvez peut-être viser 1 à 2% par semaine, et ensuite ça va se réduire vers 0,5, 1, puis 0,25, 0,5 par semaine.
tout à la fin. Mais du coup, raisonner en termes de pourcentage, et ça semble être des pourcentages réalistes. Mais voilà, après, attention quand même, c'est pas. Si vous êtes en ouais, dehors ouais. de vos pourcentages, Ouais, c'est ouais. pas exactement ça, faut pas commencer à Paniquer, avoir peur, etc. ouais. Puis comme tu dis, faut lisser sur une période de temps, c'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, c'est pas forcément ce qui se passera. Peut-être voir ça sur un mois, sur 2 mois, et puis pas commencer à psychoter sur les chiffres. Ah mince, j'ai fait 0,3% au lieu de 0,25. Ça reste des ordres de grandeur, c'est pour se dire, voilà, faut peut-être pas perdre 4 kilos par semaine, faut peut-être pas perdre non plus 100 grammes par semaine. Essayer de trouver quand même des compromis et de voir ce qui fonctionne. Je pense qu'il y a des gens qui arriveront plus facilement à perdre du poids très rapidement, on va dire, pour être en déficit moins longtemps. Peut-être qu'il y en a d'autres, ce sera plus simple pour elles d'être avec un déficit plus modéré sur un laps de temps plus long. Donc adapter encore une fois la stratégie à vous ou à vos clients. Et enfin, la dernière partie, avant de parler en soi de la Peak Week, c'est quand vous êtes vraiment proche, donc on va dire 4 semaines. Je pense que c'est là où on veut avoir vraiment le plus de précision et le moins d'ajustement possible. C'est-à-dire qu'en termes d'alimentation, le mieux, c'est sûrement d'être sur quelque chose, une approche stricte, sans choix en soi. J'irais même pas, peut-être les légumes, j'irais peut-être maintenir probablement les mêmes pour, encore une fois, s'assurer que si la personne a un plan très strict, potentiellement, ça vient contrer cette envie de manger encore d'autres choses. Parce que même peut-être la variété que vous pourriez avoir dans vos sources de glucides, voilà, à calories égales, j'entends, choisissez une source que vous digérez bien, maintenez-la jusqu'au bout. Je suis d'accord. Puis de toute façon, moi, je suis vraiment adepte de ce type d'approche. Et même quand on se met un petit peu en mode athlète, autant voilà, on est très strict sur l'entraînement, on n'a pas vraiment une approche flexible de l'entraînement, on fonctionne pas juste avec un volume ou un nombre de séries, on a des choses à faire. En bodybuilding, on a des pauses imposées. Si on a une diète aussi imposée à suivre, je pense que voilà, pour un laps de temps, en tout cas, pas à l'année évidemment, parce qu'il y a des personnes à qui ça peut convenir, à d'autres non. Mais là, vraiment, on parle de compétitivité à haut niveau, de ce qu'il y aurait potentiellement de mieux à faire. Ce ne sont pas les seules méthodes, mais c'est ce qu'on estime potentiellement être les mieux ou les plus sûrs, on va dire, pour tenter de respecter le plan et de pas faire des changements de dernière minute. C'est pas applicable à tout le monde. Oui, c'est pas applicable à tout le monde. Et n'oubliez pas que vos clients vous payent pour un résultat quand même. Et donc votre but, c'est d'être le plus honnête et d'avoir la meilleure approche pour que la personne ait des résultats. Évidemment, il faut que ça lui convienne, mais il faut aussi expliquer que potentiellement, vous pouvez faire moins de concessions lorsque vous êtes en préparation que lorsque vous êtes dans un déficit calorique normal. Dans un déficit calorique normal, vous pouvez à peu près tout faire. Ça fonctionne si vous êtes en déficit. La préparation de bodybuilding, votre but, c'est d'avoir le meilleur rendu visuel. En déficit, si en déficit normal, si un jour tu triches sur ta diète, c'est pas grave. Bon, ok, t'as triché sur ta diète, c'est pas grave. On repousse d'une semaine la fin de ton déficit. La compétition, la date de compétition va pas se repousser d'une semaine. Donc là, en fait, faut être beaucoup plus vigilant. Après. Et juste, on peut aborder ce sujet. Il y a aussi le débat. Moi, du moins, il y a aussi des personnes que je prépare qui me demandent, ah oui, est-ce que je peux avoir un repas non traqué ou un cheat meal, vous appelez ça comme vous voulez. La réponse de ça, c'est catégoriquement non. Non, mais c'est catégoriquement non. C'est-à-dire que déjà, si vous demandez, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème d'état d'esprit déjà. C'est dans le sens, c'est si il y a une différence entre moi, je dis là t'es déjà en bonne condition, tu peux aller faire va manger au McDo un burger. Bon, je dis n'importe quoi. Je dirais pas ça, mais il y a une différence entre ça et me demander d'aller en faire un, parce que déjà si vous demandez, je vais commencer à me dire il y a peut-être un souci quelque part. Et également, c'est quoi un cheat meal ou un repas libre? Ou c'est quoi un burger? Je connais des gens, leur coach leur dit de faire un burger, ils font le burger avec les frites, avec peut-être le milkshake ou le coca qui prennent pas zéro et le dessert qui va avec. Et c'est tout le problème. Vous pouvez pas vous permettre. Alors j'ai envie de dire toute une préparation, même en début de préparation, si tu commences comme ça, t'es mal parti. Mais surtout vers la fin, de vous dire, je vais avoir des repas où je n'ai aucune idée. Aucune idée. C'est ça, parce du total calorique. Un repas libre, il y en a, ça va être 1500 calories, 2000, il y en a, ça va être 6000. Et après, ne pas demander un repas non traqué à son coach, ça veut pas dire ne pas communiquer, d'accord? Si vraiment vous avez très faim, qu'il y a des soucis, dites-le à votre coach, que c'est compliqué, qu'il faut faire des changements. C'est important, faut pas que... Parce qu'après, le problème, c'est qu'il y en a qui finissent par craquer, qui ne disent pas, ou qui le disent a posteriori. Donc s'il y a des soucis, moi, voilà, je t'ai envoyé un seul message pendant la préparation où je t'ai dit, là, j'ai vraiment faim, tu vois. Et bizarrement, c'était avant la première compète, tu vois. Ça a été plus dur après, mais une fois que t'es dedans, t'es content d'avoir faim. Et d'ailleurs, c'est pas réellement le sujet, mais je me souviens de certaines journées où j'avais moins faim.
et j'étais presque frustré. Je me suis dit, aujourd'hui, j'ai pas faim. C'est pas très dur. Alors, les journées étaient rares comme ça. J'ai envie que ça soit dur. J'ai envie que ça soit plus dur. Si c'est pas si dur, c'est que je fais pas assez. Tu vois, et je me suis dit, putain, mais j'aurais envie, je sais pas, je pourrais manger moins aujourd'hui, je pourrais faire plus de steps, etc. Et j'avais le sentiment, justement, que j'en faisais pas assez parce que cette journée-là en particulier, j'avais peut-être un petit peu moins faim. Là, c'est un petit peu différent, mais voilà, communiquez bien avec votre coach. Mais si vous réclamez un repas non traqué, bah, le résultat, lui, sera peut-être moins prévisible, quantifiable aussi. Donc, Et il y a une différence entre avoir un repas non traqué et avoir un refeed. Vous pouvez très bien, et ça peut être une stratégie même pour imiter la peak week, de faire à certains points un diet break, un refeed, monter un petit peu les glucides, diminuer les lipides, peu importe la stratégie que vous allez déployer, les deux, du coup, ça, les deux s'emploient. Mais, quand vous faites un refeed ou quand vous faites un diet break, c'est calculé. C'est là la différence entre avoir un repas non... Vous pourriez très bien avoir un refeed et manger un burger, si votre coach vous dit de manger un burger, et qu'il a pris en compte le burger dans le total calorique. Par exemple, c'est pour ça que je dis souvent que McDonald's, c'est une bonne option, parce que McDonald's, vous avez quand même les calories. Vous allez demain au restaurant, vous n'avez pas les calories, du moins si vous êtes en France, vous n'avez les calories à peu près nulle part. Si vous allez au McDonald's, vous avez peut-être une idée. Je vous dis pas de faire ça, mais c'est si vraiment il y avait besoin pour un refeed ou n'importe. Ça pourrait être une approche. Puis même au niveau de la satiété, peut-être que voilà, si tu dis, bah tiens Yann, t'as le droit à 2000 calories de plus aujourd'hui, si les 2000 calories, je me fais 2 repas où j'ai 200 grammes de riz dessus en plus sur la journée par exemple, bah peut-être qu'au final, je serais beaucoup plus rassasié et satisfait à la fin de la journée que si j'avais mangé un gros burger qui au final m'aurait encore plus ouvert l'appétit et m'aurait rappelé des aliments, des saveurs que j'avais pu. Donc oui, un repas libre, ça peut en fait même prendre plus la forme d'un refeed, juste augmenter les quantités sur les aliments qu'on a déjà dans le plan alimentaire. Et j'ai plein de personnes qui en préparation me disent, j'ai pas forcément des envies de manger des nouveaux aliments, tout et n'importe quoi, mais j'ai surtout envie de manger beaucoup plus les repas que j'ai. Et moi, c'était pareil en préparation. Des fois, ce qui m'aurait fait rêver, c'est pas d'avoir, je sais pas, alors moi je mangeais plus de riz, mais l'équivalent de 50 grammes de riz, faire un repas où j'avais 200, 300, 400 grammes de riz, ça me faisait presque autant envie qu'une pizza. Le sentiment de pouvoir manger et qu'en fait, au bout de 2 bouchées, t'as pas mangé la moitié. Donc ça, même psychologiquement, je pense que c'est mieux. Et même, je pense que quand tu te couches le soir, le fait de rester sur des aliments que t'as déjà consommés, c'est peut-être un peu moins culpabilisant, même si ça reste traqué dans la stratégie. Et encore une fois, par rapport à ça, pour conclure cette partie sur les refeeds, etc., faites confiance à votre coach. C'est sur ça, oui. En fait, si vous vous trouvez... Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient et qui me disent « je suis plat ». Bon, on pourrait débattre sur le fait que ça veut tout et rien dire. L'important, c'est la condition. Le jour J, l'important, c'est pas si vous êtes plat 8 semaines avant. Si vous êtes plat 8 semaines avant... Non, mais parce qu'il y en a qui veulent du coup faire des refeeds en se basant sur ça. C'est pas une décision rationnelle de se baser sur ça, car vous n'êtes pas encore sec. Si vous n'êtes pas encore sec, il n'y a pas de bonne raison de faire ça. C'est même bien d'être plat. Enfin, à partir d'un moment, ça fait partie du processus logique. Souvent, si vous restez plein jusqu'au bout, c'est que vous n'êtes pas sec. Donc, d'un côté, c'est quelque chose qui est normal. Et comme tu le dis, il y a toutes les stratégies de picking qu'on va potentiellement, il me semble, aborder un peu plus tard. Le but, c'est de ne plus être plat le jour de la compétition et pas quand tu me dis quelques semaines avant. Donc faites confiance à votre coach et c'est lui qui vous dira si vous êtes dans les temps, s'il faut recharger, si vous êtes plat, si vous êtes gras. Et moins vous penserez à tout ça, plus ça sera simple aussi pour vous de vous délester un petit peu de toute sa charge mentale. Et moi, c'est ce que je faisais avec toi. Moi, j'avais même plus de point de vue objectif sur mon physique. Je me demandais pas si j'étais à temps, si j'étais en retard, si mon physique il était bien, si j'avais des points forts, des points faibles. Je me suis dit, c'est pas à moi de commencer à me prendre la tête avec ça. Je me suis dit, c'est un problème, tu vas me le dire. Si on est en retard, tu vas me dire, Yann, on baisse les calories, on augmente les steps, on fait du cardio. C'est pas à moi de me dire ça et d'être stressé. Encore une fois, faut choisir un bon coach, mais voilà. Oui, puis ça doit être la décision en soi. Enfin, alors, vous êtes en collaboration, en étroite collaboration avec votre coach. Vous devez discuter de ce que vous pensez qui va ou qui ne va pas. Mais lorsqu'il s'agit du point de vue sur ce que vous devriez faire, là, il faut un peu se détacher de ce que vous pensez être juste et bien plus faire ce que votre coach, alors non pas pense être juste, mais est habitué à faire et pense être le mieux pour vous à ce moment-là. Parce que vous savez sûrement pas ce qui est le mieux pour vous. Et par exemple, si là, toi, tu me parlais de personnes qui font des premières compétitions, ils ont sûrement pas idée de ce qui est le mieux pour eux. Ils ont peut-être une idée de ce qu'ils ont déjà fait par le passé, juste en déficit, mais pas ce qui est le mieux. Oui. Et donc, par rapport au refeed, d'une manière générale, vous pouvez faire ça, si jamais vous vouliez en faire un, sur 2-3 jours. Potentiellement, vous pourriez très bien monter votre nombre de pas sur ces jours-là
si jamais vraiment vous vouliez compenser, mettre beaucoup plus de glucides ces jours-là, vous pouvez très bien baisser très très bas les lipides ces jours-là. Je pense qu'il n'y a pas de problème sur une très courte durée à mettre les lipides très bas, sachant que de toute façon vos niveaux d'hormones sexuelles sont sûrement déjà très bas à un certain stade en termes de pourcentage de masse grasse. Et si vous mettez un refeed, il n'y a pas de meilleure méthode. Vous pourriez très bien le mettre un jour avant un gros training, un jour de repos. Ça pourrait très bien être le jour d'un gros training. Ça pourrait être très bien le jour après un gros training. J'irais dire qu'à ce stade-là, c'est plus à l'appréciation personnelle de votre coach ou de vous-même d'ailleurs. Parce que je pense que ça fera pas une énorme différence. Et vous pourriez également, si vous voulez pratiquer une peak week car vous êtes prêt un peu en avance, même chose, le faire sur 3-4 jours et imiter les trainings que vous auriez le jour de votre peak week. Et vous pouvez coupler ce refeed ou ce diet break, vous appelez ça comme vous voulez, ça dépend surtout de la durée, avec potentiellement un déload, ou du moins une semaine avec alors soit déload moins d'intensité, moins de volume, soit juste moins de volume sur une semaine, et voir comment votre physique évolue avec ça tout simplement. Tout à fait. Et encore une fois, faites confiance à votre coach. Moi je dis ça parce que moi tu m'avais fait faire un ou deux refeeds, augmentation des calories relativement légères. Et même pour les peak week, moi j'avais peur de manger plus, tu vois. Alors, évidemment je l'ai fait, mais quand on est en déficit calorique, qu'on est très sec, qu'on passe, je sais pas, de 2300, 2400 calories à peut-être, je sais pas, 3600, 4000 sur le dernier jour, en vrai, et je pense qu'il y a des compétiteurs qui se reconnaîtront, ça fait un petit peu peur de remanger plus. Si moi je remange plus, je vais refaire du fat. Moi, parce qu'en plus, les premières compétitions, on m'a fait recharger 3 jours avant. La dernière ligne, on m'a fait recharger quasiment 5 jours avant. La compétition, c'est le lundi. On a augmenté les calories à partir du... C'était le samedi, pardon. On a réaugmenté les calories à partir du lundi. Je me souviens très bien. En fait, j'ai peur. Je me dis, mais attends, en 5 jours, moi, je me dis, mais attends, mais je vais faire du fat. Et au final, j'avais sûrement le meilleur compromis, le meilleur rendu à Lille. Mais c'est quelque chose qui peut faire peur. Parce qu'on dit, ouais, plein de personnes peuvent demander des repas non traqués, veulent manger plus. Mais des fois, quand le coach, il accepte, enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ça fait peur de manger plus, tu vois. Tu te dis, je vais réunir la condition et ça se passe pas comme ça, parce qu'il faut se rappeler que la théorie derrière la prise de gras de masse graisseuse, c'est qu'il faut être en surplus d'à peu près 7500, 7700 calories pour prendre 1 kilo. Au-dessus de la maintenance. Ça veut dire que si la maintenance, c'est par exemple, pour faire les contrôles, 2500, bah, ça fait à peu près, il faudrait manger 10 000 calories sur la journée pour prendre 1 kilo. Donc si vous faites un refeed et que vous prenez 1 kilo sur la balance, c'est pas 1 kilo de gras. Si vous avez mangé 3000 calories, vous êtes peut-être 500 calories au-dessus de la maintenance. Donc il y a aussi ça à relativiser. Il y a plein d'explications physiologiques, on va dire, de la variation de votre poids de corps. Mais voilà, se dire, j'ai fait un refeed, j'ai pris 2 kilos, c'est pas vrai. C'est pour ça que vous devez traquer le plus de données possible. Votre moyenne de poids, que vous devez prendre des photos régulières pour votre coach de bonne qualité. Les prenez pas dans l'obscurité où il peut rien voir. Ça, on en a parfois aussi en coaching, des personnes qui font des check-in et hélas, les photos sont pas représentatives de leur vrai physique. C'est dommage parfois. Mais traquez le plus de données possible. Que ce soit votre coach qui traque vos apports sur toute une semaine. Même chose, de peak week en peak week, traquez ce que vous faites en termes de quantité d'eau consommée, en termes de quantité de sel consommé, de sodium, de potassium, le sommeil également. Ces choses-là, ça sera important pour faire des décisions, encore une fois, rationnelles, basées sur la raison et pas basées sur vos sentiments ou ce que votre coach a été habitué à faire. Je vois des personnes où leur peak week, c'est un copier-coller de ce que d'autres personnes ont déjà fait. Ouais. Et c'est un peu dommage, parce que vous avez fait, pendant 12 semaines, vous avez fait X choses, et là, vous allez faire quelque chose Y pour la peak week. On va en parler juste après, mais la peak week, c'est pas très différent d'une semaine classique de déficit en soi. Et avant d'aborder ça, boisson zéro en déficit, ou du moins à l'approche d'une échéance, est-ce que vous devez les retirer? Ou d'ailleurs, même pour la peak week, est-ce que vous devez les retirer, Yann? Non, faites-vous plaisir. Non, alors, nous, on les a pas retirés. Et je pense qu'on n'a pas de raison de les retirer à l'approche d'un show. Peut-être le jour du show, si jamais le fait d'avoir des boissons gazeuses, vous sentez ça vous reste un petit peu sur le ventre. Il y a des personnes pour qui c'est le cas. Comme on l'a dit, les boissons zéro, il y a quand même des calories dedans. Donc peut-être les prendre en compte dans une certaine mesure. Si vous commencez à boire 2 litres de boisson zéro, bah peut-être qu'au final, il y aura, je sais pas, 50, 100 calories. Donc peut-être faire juste attention à ça. Pour ce qui est du reste, je pense pas qu'il y ait réellement de danger, de désavantage. Et quand bien même il y en aurait, je pense que les inconvénients qu'ils offrent sont bien au-dessus. À savoir,
Je trouve que ça permet de pas mal contrer la faim, déjà d'avoir du liquide, qui plus est des boissons gazeuses. Des fois, les choses avec les goûts un petit peu chimiques, etc., ça coupe un petit peu l'appétit. La plupart du temps, que ce soit des Monster, des Red Bull Zero ou d'autres boissons, il y a de la caféine. La caféine, ça peut aussi jouer un petit peu sur la satiété. Ça permet peut-être d'élever ses niveaux d'énergie aussi, potentiellement. C'est un effet diurétique moyen en plus, la caféine. Peut-être brûler un tout petit peu plus de calories, peut-être faire que ce soit de manière directe ou de manière indirecte. Par exemple, je sais pas, je prends de la caféine, une boisson zéro avec de la caféine avant le training, je fais une séance un peu meilleure et au final, les 15 calories, je les ai brûlées parce que j'ai prolongé mes efforts. Je pense que c'est quelque chose. Je pense que ça fait partie de bonnes stratégies si vous aimez ça. Après, allez pas vous forcer à en boire si vous n'aimez pas ça. C'est pas quelque chose qui va forcément être meilleur. Mais en tout cas, moi, je sais que ça m'a pas mal simplifié la vie sur pas mal d'aspects et c'est quelque chose qu'on réitérera pour la prochaine préparation et que j'ai même pas arrêté. On est encore en train de boire des boissons zéro là. Même en surplus calorique, en fait, s'éviter. En tout cas, éviter de boire des sodas avec du sucre, je pense que ça reste quand même une bonne chose. Pickwick, c'est je pense, la semaine qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas le résultat qu'elles voulaient avoir parce qu'elles font trop d'ajustements. Qu'est-ce que vous devez ajuster lors d'une Pickwick Alors, c'est comme quand vous allez faire peut-être un pari sportif ou un investissement, et tu sais, il y a des profils à plus ou moins haut risque. L'aversion au risque. Ce qu'on appelle l'aversion au risque. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'aversion au risque. Et tout dépend de ça. C'est si vous avez envie de prendre énormément de risques ou très peu. En réalité, je vois même pas l'intérêt de prendre énormément de risques, parce que vous avez juste peut-être 90% de chances de vous foirer. Donc, prendre beaucoup de risques, c'est quoi ? C'est déjà tout modifier en même temps, vos apports en sel, en eau, en lipides, en protéines, en glucides. Bon, vous mélangez tout, vous modifiez tout, première chose. Et c'est du coup modifier beaucoup de variables. Ce qu'on veut, pour être le plus sûr possible, que vous ayez le meilleur physique possible le jour J, c'est de modifier le moins de variables possible. Et donc, il faut s'assurer déjà de savoir et de connaître votre base. Ce qu'on avait fait avec Yann, c'est que déjà, quelques semaines avant la compétition, il savait la quantité de liquide, je dis pas d'eau, de liquide, parce que ça comptait les boissons zéro, et de sel à consommer par jour. Si vous savez déjà ça, et vous savez que le physique est bien avec ça, que visuellement, il n'a pas l'air de faire de rétention d'eau, ou du moins que visuellement il est sec, pourquoi est-ce que vous iriez changer l'apport en eau et en sel ? C'est ça, pourquoi changer une équipe qui gagne ? Pourquoi faire des modifications sur un physique qui est déjà prêt pour monter sur scène ? Et vis-à-vis de l'aversion au risque, est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à prendre 50% de risque pour avoir un physique 1% ou 2% meilleur, en fait, c'est ça. Et qui plus est pour la première compétition. Et c'est surtout ça. Si vous faites, 6 compétitions dans l'année, peut-être qu'une, vous pouvez vous dire, tiens, on essaye de faire des manipulations sur l'eau et le sel, on verra ce que ça donne. Si je la foire, c'est pas dramatique, je le fais, sur un régional, peu importe. Si c'est votre première compétition, pour faire ce pari-là, pour moi, ça n'a pas réellement de sens. Ça, c'est le premier truc. Donc, potentiellement, modifier peu de variables. Donc, déjà, l'eau et le sel, dans l'idée, on veut peut-être pas les modifier. Donc, il nous reste quoi ? Il nous reste sûrement glucides, lipides. Je vois encore, en 2024, des fat load. Load avec des lipides. Ouais. Il y a les triglycérides intramusculaires, ça existe. Ouais. C'est un très très petit pourcentage. Donc en fait la magnitude de l'effet, elle est sûrement très très limitée. Donc c'est sûrement pas la meilleure stratégie à déployer. Donc le but c'est sûrement de garder les lipides stables ou peut-être inverser ça avec plus de glucides. Et donc la variable à manipuler où on sait que vous aurez sûrement le meilleur rendu, c'est les glucides. Et pour que ça rentre dans les muscles, il vous faut suffisamment d'eau et suffisamment de sel. Si vous n'en avez pas, ça fonctionne moins bien. Voilà, couper l'eau et augmenter les glucides et couper le sel, tout ça de manière simultanée. Déjà, on l'a dit, modifier beaucoup de paramètres en même temps, c'est prendre le risque de ne pas savoir quel paramètre a eu un impact. Et c'est le cas dans plein d'autres domaines, que ce soit en mathématiques ou en statistiques. On a besoin d'isoler, même pour les études scientifiques, on a besoin d'avoir des variables qui sont contrôlées pour éviter ce qu'on appelle, en anglais on dit les confounding variables confondantes, justement quand il y a des corrélations qui impliquent pas forcément de la causalité, et voilà, quand il y a deux paramètres qui évoluent en même temps et qu'on a un output qui change,
bah, on ne sait pas. Est-ce que c'est l'augmentation de celui-là qui a changé le paramètre? Est-ce que c'est la diminution de lui? Est-ce que c'est la différence des deux? Enfin bref, c'est très compliqué. Donc tenter de manipuler les paramètres un par un lorsque c'est possible, ou deux par deux, ou de garder une certaine cohérence. Mais là, c'est vrai qu'effectivement, couper l'eau et augmenter les glucides, ça fait un petit peu les phénomènes, on va dire, opposés. Donc il faut rester cohérent. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir peut-être des connaissances aussi théoriques derrière, pour pas faire n'importe quoi. Et rassurer ses clients aussi sur la façon de procéder. Et donc, justement, moi, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, ah, mais comment ça va être... Enfin, j'ai hâte d'être à la Peak Week ou je sais pas quoi, mais la Peak Week, ça va être la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? La même chose. La même chose. Et souvent, c'est moins fun parce que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de personnes qui sont là, ah bah ça y est, la Peak Week, là, je passe à 8 litres d'eau. Enfin, il y a aussi des waterloads, etc. Pourquoi faire tout ça après les efforts que vous avez fournis et vous mettez à risque des semaines de préparation pour avoir un résultat qui vous satisfait pas alors que vous étiez... Et c'est pour ça, il y en a beaucoup aussi, après ils regardent, ils sont là, j'étais mieux la semaine d'avant, ou j'étais mieux la veille, ou je suis mieux quelques jours après. Bah regardez justement, qu'est-ce que vous avez modifié et est-ce que vous auriez dû modifier ça? Après, non, j'allais dire peut-être la seule application que je vois de manipulation avec l'eau, c'est peut-être si quelqu'un a du mal à faire le poids. Ah bah oui, là c'est quelque chose de différent. Et si voilà, un jour de la pesée, je sais pas, il y a 2 kilos en trop, 1 kilo en trop, peut-être que prendre le risque d'essayer de se déshydrater un peu, ça pourrait être une bonne chose. Mais encore une fois, ça veut dire qu'on n'a pas été prêt dans les temps. Et c'est ce qu'on recommande quand même. Si vous avez un problème de poids, surtout quand vous êtes naturel... Ah oui, naturel en général. Si vous avez un problème de poids, c'est que vous êtes sûrement pas sec de toute façon. Donc ça sera peut-être faire une manipulation d'eau, mais du coup votre physique sera quand même pas... celui escompté. Ouais, ça reste un risque qu'on n'a pas forcément envie de prendre. Ouais. Et également, dernière chose par rapport à la Peak Week, est-ce qu'il faut recharger avec burger frites? Bah, alors il me semble que au Taïwan Pro, vous avez vu quelqu'un le faire dans les backstage. Ça c'est une histoire. Mais je crois qu'on la raconte avec Florent, mais il y a quelqu'un qui s'appelle, sur Instagram, il s'appelle Franck... Et on lui parle en backstage et là il arrive avec un burger. D'ailleurs il m'a même donné une frite, la preuve qu'il avait pas il avait pas mesuré le nombre de frites qu'il y avait dans le burger. Et il se met à manger un burger. Très sincèrement, c'était moins d'une demi-heure ou moins de 40 minutes sûr avant de passer sur scène. Et j'ai regardé Florent, je lui ai dit il va rien faire, tu vois. Au final il a fini 3ème, ce qui d'ailleurs... Mais il a pas eu très mal au ventre à un moment? Il a eu, justement. Et il nous regardait et il commençait à se frotter le ventre, il était là, j'ai trop mal et tout. Et nous, ça nous a pas rire parce qu'il était, en plus il était marrant, il était sympa, mais au final il a fini 3ème. Ce qui était surprenant parce que, bon, il a une structure particulière, mais c'est l'exception qui confirme la règle. C'est ça, et puis, bon déjà... T'as pas forcément un contrôle sur les calories, etc. Mais t'as aussi pas un contrôle sur ton apport en sel, tu vois. Et sur ta digestion? Ouais, c'est aussi. Et c'est prendre le risque de faire n'importe quoi. Et même avec beaucoup d'expérience, je pense pas que ça mérite. Et puis là, on parle vraiment de la pire des situations. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait ça avant de monter sur scène. Mais même le faire la veille, c'est prendre un risque. Si vous mangez une pizza, si vous mangez un burger, à moins que ça soit le burger que vous avez eu chaque semaine du même restaurant, ça n'existe pas. Oui, voilà. Non, cette situation, du moins, n'existe pas. Donc, même chose. Faire vous appelez ça comme vous voulez, repas non traqué, cheat meal, peu importe, la veille ou l'avant-veille ou le jour même, c'est prendre un risque très grand par rapport aux bénéfices que vous pourriez avoir. Et du moins, après, le risque aussi, c'est ça fonctionne. Et si ça fonctionne, vous allez vous dire, je vais refaire ça la prochaine fois. Mais c'est pas garanti que la prochaine fois, ça marche à nouveau. Parce que vous avez beaucoup de variables que vous contrôlez pas. Est-ce que c'était du bœuf 5%? Est-ce que c'était du bœuf 15%? Quelle huile il y avait dans la poêle? Comment vous avez digéré aussi, simplement? Non, tout à fait. Donc voilà. Et également, ce qu'il faut vous dire, c'est très difficile sûrement, si vous maintenez la même quantité d'eau, la même quantité de sel, et que vous, vraiment, changez que les glucides, de commencer à devenir soft, spilling. Je pense que c'est très dur de spill juste avec des glucides par rapport notamment à la lipogénèse de novo. Oui. Donc voilà. Et ensuite, quand vous manipulez les glucides, assurez-vous que vous manipulez les glucides, c'est-à-dire avec le moins de traces de lipides possible dedans. C'est pour ça que c'est important de choisir ses sources de glucides. Et je sais pas, si vous vous dites, tiens, je vais recharger avec de l'avoine, en fait, dans l'avoine, t'auras quand même
pas mal de fat, mine de rien. Ça permet d'augmenter les glucides. Mais je sais plus combien de fat tu as dans 100 grammes d'avoine, mais plus que dans du riz potentiellement. Donc faire attention au niveau de ces choix-là. Ouais. Et du coup, si la pire situation arrive, que vous vous rendez compte, vous faites de la rétention d'eau, vous êtes en train de spill, vous voyez moins de définition, qu'est-ce que vous pouvez faire? Retournez en déficit. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Retournez en déficit. Et même, si vous n'êtes pas prêt à la peak week, ne faites parce que ça, j'en ai vu aussi. Des gens qui ne sont pas prêts en peak week et qui font une peak week. Si vous n'êtes pas prêt pour la peak week, ne faites pas de peak week, continuez votre déficit. Et peut-être le jour de la compète, vous prenez un booster pour congestionner, peut-être un peu plus de glucides, et puis voilà. Non, c'est ce que j'allais dire, parce que là, moi, je voulais terminer cette partie-là en expliquant un petit peu ce que nous, on avait fait globalement au niveau de la timeline de la dernière semaine. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose qui s'adapte à la personne, à sa condition. Et je pense que plus on est sec, plus on peut recharger. Que ça soit sur la temporalité, plus on peut recharger tôt si on est sec. Si vous n'êtes pas sec, peut-être que vous n'aurez pas besoin de faire, on va dire, ce picking. Peut-être que vous faudra le faire que la veille. Il y a aussi tous les problèmes au niveau de la pesée. Nous, on a rechargé relativement tôt parce qu'on savait que j'allais pas avoir de mal au niveau de la pesée. C'était quoi, 10 kilos en dessous du poids? Même plus. Attends, non, j'étais à 14 kilos, je crois, en dessous du poids en classique. Donc, je pouvais recharger 3 mois à l'avance, en tout cas pour le poids. Donc voilà. Et pour les stratégies qu'on avait mis en place, comme on l'a dit, il y a des choses qui sont intéressantes à manipuler et d'autres qui le sont moins. On a fait le choix de ne pas toucher à l'eau et de ne pas toucher au sel. On a fait le choix de diminuer les lipides, d'augmenter les glucides progressivement et les calories sur la semaine. On a fait évoluer ça en fonction des compétitions et de comment je réagissais. Avant le régional à Strasbourg, on avait rechargé 3 jours avant les États-Unis 3 jours avant Lille 5 jours avant. Et en général, c'était une augmentation graduelle, on va dire, des calories via l'augmentation des glucides. Ça ressemblait à 3000, 3600, 4000 calories à peu près pour donner un ordre de grandeur. Mais encore une fois, ça dépend de moi, évidemment. Sauf le premier jour. Parce qu'en fait, le premier jour, moi, de la recharge, ce que j'aime bien faire, c'est j'enlève des calories des lipides que je remplace par des calories de glucides. Donc vous êtes en fait au même total calorique et comme ça, vous pouvez déjà voir rien qu'avec ça comment vous réagissez. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que le poids, il diminue. Ouais, c'est vrai. Et c'est une technique que vous pourriez utiliser-la. Et n'hésitez pas à me taguer sur Instagram en me disant hashtag ThePrepDadApproach. ThePrepDad technique. Et après, pour ce qui est non, dites pas ça. de l'entraînement aussi, de la dépense, parce que c'est intéressant, il y a différentes façons de faire. Nous, on avait pris la décision de me mettre en deload sur la dernière semaine. Comme tu l'avais dit, elle a augmenté les apports et réduire, on va dire, mon intensité au niveau des entraînements, pas prendre le risque de me blesser aussi. Et on avait diminué un petit peu le nombre de pas que j'avais à faire par rapport à la base que j'avais. On avait diminué d'à peu près 30%. Donc plus de nourriture, moins d'efforts. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, la peak week, c'est facile. Enfin, c'est la meilleure semaine. La plus dure pour moi, c'est la semaine avant la peak week. Donc 2 semaines avant la compétition, c'est vraiment la plus dure. La peak week, les entraînements sont moins intenses, en tout cas pour moi. Il y a moins de dépenses en termes de nombre de pas ou de cardio, en tout cas pour moi. Il y a plus de calories. Si on arrive à la peak week, en général, on a passé le plus dur. Et justement, par rapport à la dépense, etc., en peak week, souvent, si juste on demande de faire un déload, c'est pour réduire l'inflammation. Il n'y a pas de règle générale, par exemple, il y en a beaucoup qui ne s'entraînent pas le jour avant de la compétition. Vous pouvez vous entraîner avant le jour de la compétition. Toi, tu l'as pas fait. Avec Florian, on l'avait fait. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, on ne s'entraîne pas vraiment. On fait juste un pump workout, c'est-à-dire qu'on imite ce qu'il va faire le lendemain avant de monter sur scène pour savoir à quoi il ressemble. À peu près au même moment, en termes. Enfin, du moins, si vous avez le confort de pouvoir faire ça, je pense que ça peut être bien. Ensuite, par rapport au nombre de pas, c'est surtout pour peut-être diminuer la fatigue et le fait de devoir aller marcher, se reposer un peu, reposer également un petit peu les jambes. Mais la veille de la compétition, vous passez pas à 0 pas. Tu restais à 8000, on reste à 8000. Voilà, tu restais à 8000. Donc voilà. Et dernière chose également, parce qu'on l'a pas mentionné, mais pas faire de manipulation en termes d'eau, enfin, ou du moins avoir suffisamment de liquide, c'est important parce que vous en avez besoin pour congestionner, pour avoir de la vascularité également. Sans eau, c'est très compliqué et quand vous n'avez pas d'eau, c'est à cause de ça souvent que vous êtes ce qu'on appelle plat. Mais moi, j'étais un des seuls en backstage aux États-Unis à boire. Je buvais à ma soif, quasiment à ma soif. J'essayais de pas trop boire pour pas avoir vraiment, je sais pas, le ventre un peu gonflé, l'eau, ou avoir envie de pisser simplement sur scène, parce que ça, en vrai, mais je sais que j'ai besoin et je sais pas comment faisaient les gens. J'étais le seul qui buvait dans les backstage et je sentais que j'en avais aussi besoin pour pas avoir de crampes sur scène. Je me souviens que la première fois que je suis sorti de ma présentation, j'ai tellement, bon, je pose pas très bien et je pense que je suis trop crispé, j'avais les ischios et qui me tiraient quand je suis revenu dans les backstage. Je me suis dit, mais là, si je bois pas de l'eau,
si je remonte sur scène, je vais avoir une crampe. T'as déjà vu des bodybuilders qui ont eu des crampes, toi, sur scène ou pas? Alors, figurez-vous que non, mais à ma connaissance, cramper sur scène, c'est disqualifiant. Ah ouais? En NPC, je crois que... alors, je crois, et du moins, il y a des choses comme ça si vous regardez les règles, qu'avoir des crampes, c'est disqualifiant parce que ça témoigne, je crois, peut-être d'un état de santé qui serait pas le meilleur, et normalement, si vous voient vraiment cramper, ils peuvent vous mettre sur le côté et... Ouais, mauvaise gestion de l'effort. Ouais, et moi, franchement, j'ai eu peur de ça. Des fois, quand tu serres fort les cuisses, quand tu serres fort les ischios, ou je sais pas, genre... mais je crois qu'il y a des vidéos à l'Ardal classique de gars qui... Alors, c'était pas Dallas McCarver à l'époque, mais j'avais déjà vu une vidéo, je crois, justement sur scène, de quelqu'un qui crampe et après il le retire. Mais c'est à cause de ça, parce que ça peut potentiellement être un problème, parce que c'est peut-être que vous êtes potentiellement déshydraté. Ouais. Si vous êtes déshydraté, peut-être qu'il y a un risque que vous fassiez X ou Y, je sais pas, vous fassiez un malaise, un arrêt cardiaque, j'en sais rien. Est-ce qu'il fait un peu, ça dépend de la période de l'année, mais en plus il peut faire chaud. Voilà. Donc, et enfin, le jour de la compétition, Yann, qu'est-ce qui s'est passé? On a tout changé le jour de la compétition. On a tout changé le jour de compétition. Donc, jour de compétition, ce que Yann il a fait le matin, on a fait petit déj du... Cardio à jeun. Cardio à jeun, ensuite on a fait le petit déj de l'hôtel. Petit déj de l'hôtel, après on a fait une séance de sport. On a pris Rice Krispies avant. Ouais. Et t'avais envie de goûter, je me souviens, là, tu sais, il y avait la boisson, là. Oui, le Dr Pepper, là. T'avais envie de goûter celui-là. Ouais, et après on est passé au Starbucks, tu sais, on a pris le café licorne, là. Ouais, lui, il avec la bien chantilly envie. et tout, il me faisait trop envie. On s'est dit, c'est le jour de la compète, faut se faire plaisir après 6 mois, on va dire, comme ça, à tryhard. Et il y avait, et puis le Five Guys, parce que le Five Guys, en gros, enfin bref, il y a eu un retard au niveau de la commande, on le voulait plus le matin, mais du coup, il l'a mangé avant de monter sur scène. Et juste avant le show, pour me détendre, on allait c'était Aqualand. J'étais tanné, et bon, c'était peut-être pas la meilleure idée, mais bon, évidemment, vous l'avez compris. On a changé. En vrai, c'est sûrement moins passionnant que ce que les gens aimeraient entendre. C'est toujours la même chose. En fait, je pense que ce qu'il faut essayer de faire, déjà, c'est de savoir à quelle heure vous allez passer sur scène. Ouais, mais par exemple, si vous passez sur scène, je sais pas, à 11h, eh bien, la semaine d'avant, pendant la peak week, regardez votre physique à 11h. Regardez les repas que vous avez mangés avant. Le nombre de repas et tout. Et le but, c'était d'être dans les mêmes conditions. Si avant, à 11h, j'avais mangé 2 repas et bu tant de litres d'eau, là, et que mon physique était bien, eh bien, essayer de réimiter ça et de se dire, tiens, jour de la compétition, à 11h, je suis sur scène, faudrait que j'ai mangé 2 repas et bu à peu près le même nombre de litres d'eau aussi. Donc garder une cohérence à ce niveau-là, et c'est pour ça que quand il y a des retards, on va dire, dans des shows, ça rend tout un petit peu plus compliqué. S'il y a 2 heures de retard, est-ce qu'il faut rajouter un repas? Est-ce qu'il faut pas rajouter un repas? Et là, il y a des décisions à prendre sur le moment. Mais théoriquement, si on connaît les horaires de passage, je pense que c'est important d'avoir sa stratégie prédéfinie, plutôt que de se lever et de se dire, qu'est-ce que je mange? À quelle heure je mange? Essayez de vous régler par rapport... je sais pas, à votre heure de passage au TAN aussi, parce que vous pourrez pas manger à ce moment-là. Essayez de faire attention, vous laissez du temps pour vous reposer. Utilisez des aliments que vous allez bien digérer et qui vont pas vous gonfler l'estomac, donc faut pas faire tout et n'importe quoi le jour de la compétition, mais faut pas non plus se priver de manger en se disant si je mange, je sais pas, genre le ventre gonflé, faire attention. Écoutez votre coach. En vrai, écoutez votre coach, c'est sûrement la... Et même, au moins, comme ça, vous pourrez dire, s'il se loupe, vous pourrez dire, je l'ai écouté jusqu'au bout. Non, c'est vrai, je pense qu'il y a aucun pire sentiment que de se dire, tiens, j'ai pris une décision tout seul de mon côté, et j'ai pas écouté mon coach, je me suis loupé, tu finis deuxième, tu sens que t'étais pas loin de la première place et tu te dis, mais je suis trop con, tu vois. Et donc, changer le moins de choses possible. Yann, on a eu des questions sur Instagram. Et on va y répondre, mais avant, j'aimerais que tu me dises... j'aimerais que tu me dises, c'était quoi ta plus grosse erreur lors de ta préparation de 2023, Yann? Comment voulez-vous que je fasse une erreur quand je suis encadré par The Prep Dad? Ok, c'est bon, top, hop. Alors, et du coup, quelle était ta plus grande réussite de 2023 avec The Prep Dad? Mes résultats. Voilà. Alors, non, ta plus grande erreur de ta préparation de 2023, Yann. Franchement, si, ok. Je l'ai déjà dit en fait. Pas forcément avoir bien géré l'environnement autour, m'être mis trop de travail et peut-être avoir un peu trop voyagé. Pendant la préparation, pour ceux qui sont pas au courant, je suis quand même parti 1 mois au Canada, je suis parti 1 mois au Mexique, 1 mois au Mexique à 1 mois et demi de mon premier show. Je suis tombé malade là-bas parce que le rythme était différent, la nourriture était différente, le climat aussi, je commençais à fatiguer, j'avais aussi pas mal de stress, pas mal de choses en même temps. Donc je pense que mon erreur c'est ça, le reste j'estime pas avoir fait d'erreur particulière.
Je me suis entraîné dur, j'ai respecté le plan, j'ai écouté ce que tu m'as dit. Mais voilà, et ça c'est une erreur, comme j'expliquais, que je ne réitérerai pas. Donc ceux qui veulent un coaching, c'est pas maintenant ou jamais, mais fin d'année prochaine, ça sera simplement plus possible. D'ailleurs, est-ce qu'on annonce dans le podcast la nouvelle par rapport à ton coaching, Yann? Par rapport à mon coaching? Oui, que tu arrêtes le coaching et que tu me donnes tous tes clients. Tout à fait. Non. Donc voilà, ça va faire un paquet de nouveaux clients pour Louis, ça. Merci, Yann. Non, la vérité, c'est que Yann rentre officiellement, même si beaucoup de personnes l'avaient deviné, ou d'ailleurs, même quand tu ne l'étais pas, le pensaient, ouais. rentre officiellement dans The Prep Family, l'équipe de coach que j'ai formée. Alors, Yann, c'est un petit peu différent parce qu'on travaille ensemble, mais voilà. Et Yann s'occupera des préparations, notamment de bodybuilder naturel. Donc, si vous voulez faire votre demande dès maintenant, le lien est dans la description. Et Yann, un mot à ajouter. Pourquoi cette décision, Yann? D'intégrer The Prep Family? Oui. Bah, c'est surtout pour te rendre service et t'aider, on va dire, à développer ton business et ton cercle. Non, voilà, l'idée, c'est de pouvoir mettre à profit, que ce soit les connaissances ou l'expérience que j'ai pu acquérir, justement, pour accompagner, on va dire, spécifiquement, soit des athlètes de bodybuilding naturel, évidemment, moi, je m'occupe que de ça, ou des pratiquants, on va dire, relativement avancés. C'est les profils avec lesquels je préfère travailler. De mon côté, j'ai tout type de profils. J'ai des hommes, j'ai aussi quelques femmes. J'ai des objectifs qui peuvent s'apparenter à des pertes de poids ou des prises de muscles, on va dire, à certains niveaux. Mais là, à travers The Prep Family, l'idée, c'est de réellement offrir un standard de coaching qui soit le meilleur possible pour justement accompagner des personnes en compétition. Et je pense que plus on arrive à créer, on va dire, que ça soit une équipe ou un cercle autour de ça, mieux ce sera. Et ça nous permettra aussi de partager, on va dire, les évolutions de ces clients-là, que ce soit des conseils comme ceux qu'on a pu donner dans le podcast, et vous présenter un petit peu comment ça fonctionne, même pour ceux qui ne souscrivent pas à un coaching, avoir un petit peu un retour, un visuel sur comment on s'y prend avec des athlètes, avec différents types de profils, des hommes, des femmes, des athlètes naturels, des athlètes qui ne le sont pas. Et moi, je serai spécialisé, on va dire, là-dedans, parce que c'est ce que j'aime faire, simplement. Voilà. Du coup, on a eu quelques questions sur Instagram, Yann. Et j'en ai sélectionné quelques-unes. Je suis désolé, je les ai pas toutes sélectionnées. Parce qu'il y en a que parfois je comprends pas. Enfin, c'est toujours compliqué sur Instagram de tout comprendre. Alors voilà. moi, je suis pas au courant. Depuis le début, je suis pas au courant des questions qu'il me pose. Alors si, t'étais. Dans le sommaire, je l'ai lu. T'es un peu con. C'est parce qu'il l'a lu de travers. Je l'ai lu de travers. Mon sommaire est très préparé. C'est vrai que le sommaire était préparé, mais quand même. Et d'ailleurs, le sommaire, on peut le dire, est préparé depuis des mois. Car on devait faire ce podcast à Dubaï, et on n'a pas pu le faire parce qu'il y a eu des inondations. D'ailleurs, on n'a pas pu faire grand-chose. Mais on a eu quelques questions. Et la première question, c'est, on peut répondre à tous les deux à celle-là, pour préparer une compétition, comment bien choisir sa fédération? Bah, je pense que ça dépend de nombreuses choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui, de par les réseaux sociaux, sont sûrement attirées plus par certaines fédérations que par d'autres. Et donc, faut déjà mettre ça et différencier ça. Est-ce que vous avez envie déjà de concourir dans une fédération en particulier ou juste de faire de la compétition? C'est deux choses différentes. Ensuite, vous pouvez regarder également si ces fédérations sont testées ou non. Je pense que c'est toujours important. Du coup, ça va différencier si vous avez une fédération naturelle ou non naturelle. Également, l'organisation. Essayez de vous renseigner sur comment les dernières éditions, on va dire, de ces compétitions ont été organisées. Regardez les différentes catégories également qu'il y a. C'est ce que j'allais dire, ouais. Parce que parfois, la catégorie, je sais pas, classique physique, l'IFBB par exemple, ils ont, je crois, 2 catégories de classiques, c'est un petit peu bizarre. Voilà, alors que. WNBF en professionnel, il me semble qu'ils ont pas de show classique. Alors que visiblement, en France, il y a, en Belgique, il n'y a pas. Même chose pour men's physique. Est-ce qu'il y a une limite de taille et de poids comme ce qu'il y a en NPC ou est-ce que c'est qu'une limite de taille? Quelles sont les limites de poids? Ces choses-là. Regardez un petit peu. Regardez également le cash price du show. Ça n'existe pas. Non, mais c'est ça, même au niveau des aspects pratiques. Est-ce qu'il y aura des shows proches de chez vous? Est-ce que ce serait agréable de les faire? Par rapport à votre niveau aussi, par rapport à vos ambitions, ce que vous avez envie de faire dans le bodybuilding à terme. Est-ce que c'est juste une compétition comme ça pour monter sur scène, avoir une expérience des photos? Est-ce que c'est pour essayer d'en faire au plus haut niveau? Voilà, après, nous, celles sur lesquelles on se concentre, c'est NPC et WNBF. C'est pas impossible. J'ai quelqu'un aussi en IFBB. Ouais. Et non, et j'avais aussi Alexis qui avait fait la fédération française de bodybuilding naturel. Au pire, je fais tout l'année prochaine.
Ouais, plus de chance de mon côté. N'hésitez pas à commenter si vous voulez voir Yann sur toutes les fédérations. Toutes les compétitions naturelles de l'an prochain. Ça va être compliqué, mais... non, mais donc après, du coup, choisir sa fédération, ça dépend de ces paramètres-là. Et comme tu as dit, des ambitions, c'est-à-dire que même si je vous encourage pas enfin alors c'est pas que je vous encourage pas à vous dire moi mon objectif dans la vie c'est d'être IFBB Pro, parce que déjà quand quelqu'un me dit ça paraît bizarre. Sauf si quelqu'un a déjà enfin tu vois. Mais c'est sûr que si vous avez par exemple cet objectif là, vous allez devoir vous orienter vers la fédération NPC IFBB Pro League. Et comme tu l'as dit, la proximité des shows, peut-être le coût également. Oui. Parce qu'il y a des fédérations où ça coûte 50 € l'entrée, et il y a, comme on vous l'a dit, les compétitions Nian qui ont coûté bien plus cher. La deuxième question, c'était comment définir que c'est le bon moment pour un pratiquant avec peu d'expérience, 3 ans de pratique, pour participer à une compétition. Donc la personne a 3 ans de pratique, souhaite potentiellement concourir, quand est-ce que c'est le bon moment ? Alors, déjà, 3 ans de pratique, ça veut tout rien dire. Parce qu'il y a des personnes qui, avec 3 ans de pratique, ont un super niveau. Là, moi, je vais accompagner un gars qui a, Paul, qui a 19 ans, et ça fait 1 an et 4 mois qu'il s'entraîne. Donc c'est déjà quand on dit 1 an et 4 mois, c'est que c'est précis, tu vois, genre quand c'est le nombre de mois, c'est que c'est relativement récent, et qui va concourir en WNBF en catégorie, ils font une catégorie teen, donc ado, enfin je sais pas, mais moins de 20 ans. Il a déjà un très bon niveau pour ça, et je pense qu'il peut avoir un très bon physique sur scène. Il y a des personnes qui au bout de 3 ans de pratique ou 4 ans de pratique n'ont peut-être même pas forcément ce niveau, donc pour moi c'est pas une question d'année, on va dire, de pratique, c'est le niveau que tu as. Et après ouais. je te laisse parler, mais le niveau que tu as. Est-ce que tu as envie de faire ? Est-ce que tu as envie de faire ? Est-ce que tu as envie de gagner ? Non, oui, voilà. Est-ce que tu as envie de gagner ou est-ce que tu as envie de concourir ? Puis le bon exemple, c'est par exemple aussi Naomi. Parce que Naomi, que je coach, qui est passée IFBB Pro l'année dernière naturelle, avant elle faisait du powerlifting. Donc est-ce que les années de powerlifting, on les prend en compte ? Parce que sinon, si on prend année de bodybuilding, elle avait 6 mois. Tu vois, enfin, après, il y a tout ce qui rentre en compte, la génétique, tu vois, tes capacités à progresser plus vite que d'autres. Donc c'est relativement vague comme réponse, je suis désolé, mais voilà. C'est vraiment par rapport à vos objectifs. Et puis, c'est triste à dire, mais il y a des personnes qui, voilà, si l'objectif c'est de gagner une compétition, c'est pas pareil que de participer. Et ce qu'il faudra se dire, c'est qu'à haut niveau, il y a des personnes qui, je pense, pourront s'entraîner 5, 8, 10 ans et ne pourront jamais gagner une compétition parce qu'il y a des facteurs génétiques, que ce soit au niveau de la structure, que ce soit de la capacité, on va dire, à construire du muscle. Donc, et peut-être que dans ces cas-là, à un moment donné, il faut se lancer si vraiment on a envie de le faire. Et moi, j'ai eu un petit peu le problème aussi. Je pense que Tony, de son côté aussi, on s'est jamais réellement senti légitime de monter sur scène et on a toujours repoussé. La compétition, on n'osait pas en faire. Et à un moment donné, il faut peut-être aussi réussir à se lancer et pas se dire il faut tout que j'optimise, il faut que je monte, où j'aurai mon meilleur niveau, je serai à mon prime pour essayer de gagner. Sinon, on monterait tous sur scène peut-être à 35 ou 40 ans. Donc peut-être sauter le pas aussi et se faire bien accompagner. En fait, j'ai sélectionné beaucoup plus que 3 questions. C'est pas grave. Alors, là, je vais répondre à une question. Enfin, on va répondre. Je pense qu'avec Yann, on est d'accord. Comment déterminer sa limite naturelle, au moins approximativement ? Moi, ma réponse est que la limite naturelle n'existe pas. C'est juste, vous vous approchez au fur et à mesure d'un maximum, mais vous ne le connaissez pas. Enfin, du moins, vous allez continuer à progresser, sûrement moins que les premières années, mais il y a toujours un moyen de trouver un axe d'amélioration. En fait, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que même s'il y avait une limite naturelle, en mathématiques, il y a un truc qu'on appelle une asymptote, c'est-à-dire que même si vous avez une limite naturelle qui serait une droite là, vous pouvez ne jamais l'atteindre et vous en rapprocher toujours, c'est-à-dire que la fonction elle serait toujours croissante, donc il y aurait toujours des progrès. Pour autant, vous ne l'atteindriez jamais, mais vous progressez toujours. Ça augmente toujours. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre et qu'il y a toujours du progrès. Je ne pense pas qu'il y a un moment où on se dise je vais à la salle, je ne peux plus progresser. Et après, il y a plein d'axes de progression. Si on parle de quantité de muscles, de masse musculaire sur la structure, ça, effectivement, quand tu es naturel, c'est pas illimité. Mais encore une fois, tu peux toujours progresser. Il y a aussi, on va dire, ta qualité, je pense, musculaire, le visuel, comment ça rend, le posing, la gestion de plein de choses. Je pense que d'un point de vue visuel, la limite naturelle, elle peut encore plus progresser. Même si je reste au même poids, moi, je sais pas, de 78 kilos de cette année à dans 4 ans, je pense que je peux avoir un visuel qui serait beaucoup mieux dans 4 ans, parce que je saurais plus me mettre en valeur, parce que je serais plus dense musculairement, pour plein de raisons. Donc, et puis même, je pense que c'est des pensées assez limitantes et ça bride beaucoup de personnes. J'en ai justement d'autres qui sont un peu liées à ça. Alors j'ai une question qui est assez particulière, mais c'est
comment différencier un physique naturel d'un fake nati? Moi, la réponse, c'est que j'ai pas envie de la donner parce que je comprends pas en fait à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui trichent, mais ça dans tous les domaines de la vie. Il y a des gens qui mentent et qui trichent sur n'importe quoi. Dans n'importe quel sport, ou même dans des sports qui sont testés, des compétitions de powerlifting ou aux Jeux Olympiques, peu importe, il y a des gens qui vont tricher. C'est dans le sens, c'est forcément, c'est probablement pour se rassurer dans le sens et se dire oui, lui, il n'était pas naturel et moi je l'étais, j'étais meilleur que lui. Parce que du coup, il est pas naturel, mais en soi, tu peux jamais le savoir en fait. Non, il n'y a pas de façon, de critères. Ouais, il y a hélas pas de de critères. règles pour déterminer. Il y a des gars naturels qui auront des super physiques et meilleurs que des gens qui prennent des produits. Ouais. Et ça dépend de plein de choses. Après, moi, ce que je vous invite à faire réellement, si vraiment ça vous intéresse, encore une fois, je sais pas si c'est très sain comme démarche, mais savoir si quelqu'un réellement l'est ou pas, regarder son évolution sur le temps. Pour ceux qui savent, de la compétition que j'ai faite à Lille en NPC en bodybuilding, celui qui a gagné l'overall, Il est énorme. Son physique, c'est n'importe quoi. Moi, en fait, c'est n'importe quoi dans le bon sens du terme. C'est genre, il est simplement énorme, il fait très très bien cette catégorie et quand je le vois, j'ai du mal à croire qu'il est naturel. Pour autant, il a participé à la compétition et donc je remets pas ça en question. Je me dis, il a participé, il doit être naturel. Et quand je me suis intéressé à son profil, j'ai vu son évolution et j'ai vu que, bah là, je sais pas, ça faisait peut-être 8-10 ans qu'il faisait de la muscu. À 16 ans, il avait déjà une carrure, il avait peut-être le physique à 16 ans que moi j'avais, je sais pas, à 21 ans. Et là, je me dis, en fait, c'est cohérent. Il avait déjà gagné 2 cartes pro naturelles, non, en plus? Avant ce show-là, il avait gagné 2 cartes pro naturelles. Est-ce que réellement ces personnes-là prendraient le risque? Ça vaut ce que ça vaut les tests antidopage. Est-ce que les personnes prendraient quand même 1%, 2% de risque de se faire afficher, de passer pour un clown? Donc moi, je me dis qu'à partir du moment où une personne participe à une compétition naturelle, elle l'est, et je dis pas ça pour me défendre moi, mais je défends des personnes qui avaient des niveaux bien meilleurs que le mien. Mais réellement, regardez l'évolution, depuis combien de temps elles s'entraînent, à quel niveau d'implication, et même chronologiquement, comment ils évoluent. Ça, je pense, c'est le meilleur indicateur. Et après, moi, par exemple, je me souviens très bien qu'à la compétition à Strasbourg au Bionic Body, qui était une compétition pas naturelle, j'avais dit au juge que j'en faisais des naturels, il m'avait dit que ça se voyait que je l'étais, il me parlait de qualité de la peau, il me parlait de ce genre de choses. Voilà, ça rajoute des petits éléments pour ou contre. Bah après, ce qui est marrant, c'est qu'on a aussi le contre-exemple de toi, t'es qui améliore la qualité. Ah non, mais non, j'ai pas du tout dit. Je pensais que t'allais dire ça. Bah t'as l'air de bien t'y connaître, Yann. non, je pensais que t'allais parler de ça. Non, pas du tout. J'allais parler du fait que Yann a récemment posté un réel sur Instagram. Oui. Où il a fait énormément de vues, énormément de commentaires surtout, et des commentaires qui disent que tu n'es pas naturel. Et du coup, c'est marrant parce que les arguments pour dire que Yann n'est pas naturel, c'est regarder les stries, c'est pas possible. Regardez les veines, elles sont énormes, on dirait des tuyaux d'arrosage. Mais kystes sur les abdos. J'ai des veines sur les abdos. On me dit que j'ai des kystes sur les abdos. On me dit que j'ai développé une gynécomastie. C'est genre, ça n'a rien à voir. On dit que j'ai les yeux fatigués. Non, en plus, j'ai pas de gynéco. On dit que j'ai les yeux fatigués. Donc ça se voit que je prends des produits. Bah non, mais j'étais fatigué. Non, mais et du coup, c'est justement, c'est pour ça que c'est très compliqué de dire fake nazi parce que par exemple, si on se dit, parce qu'il y a des stries, il y a des veines, dans ce cas-là, il y a beaucoup de compétiteurs. Naturel, par exemple, tu prends Dirk qui est extrêmement sec comme jamais tu verrais, il le serait pas. Il nous reste un petit peu de temps et surtout 3 dernières questions, Justiane. On va réussir à les faire. Je sais pas si je peux répondre à ça. Prépa de body nati, plus difficile que prépa pas nati, point d'interrogation. C'est pourquoi? Beaucoup plus dur, ouais. On a plus de mérite. Non, par contre, le seul élément de réponse là qu'il a donné, c'est la vérité. Lorsque une personne prend des produits dopants, c'est que déjà il y a des produits lorsqu'il s'agit d'une sèche qui permettent de stimuler les cellules bêta plus ou moins et directement d'augmenter la lipolyse, ça c'est vrai, donc on pourrait considérer que ça rend la chose plus facile. Deuxièmement, vous n'avez pas ce problème d'avoir des hormones sexuelles qui sont en deçà de valeurs physiologiques et donc potentiellement en termes de fatigue, etc., ça serait pas la même chose. Il n'y a pas de plus difficile ou pas difficile, c'est différent, mais on pourrait dire qu'il y a des éléments qui rendent une préparation plus facile. Après, il y a également d'autres choses à prendre en compte. Ça sera, est-ce que par exemple leur poids de corps qui est extrêmement élevé pour certains bodybuilders pro, ça les fatigue pas plus et est-ce que tu vois Non, peut-être que comme tu dis, les hormones ça peut aider sur certains aspects, mais d'un côté, donc ça rendrait la prépa plus facile. Bah oui. Mais d'un côté, en naturel, je pense que c'est peut-être aussi plus facile du point de vue de t'as moins de variables à contrôler, t'as moins de stress, t'as ta diète, ton training, c'est tout. Ouais. Alors que quand t'as des produits qui rentrent en jeu, peut-être que c'est du stress, de l'organisation, des choses compliquées, et peut-être que naturellement c'est plus simple de se dire bah tiens je peux juste toucher aux calories, terminé. Voilà. Avant dernière question.
Je vois sourire, j'attends. Non, parce que du coup toi, moi j'ai eu le temps un peu de réfléchir à la réponse, toi t'as pas eu le temps. Quel est, selon vous, et donc selon toi également, le top 3 des plus gros, entre parenthèses, gros plus sec, physique en bodybuilding naturel? Attends, plus sec? Gros plus sec. Ah, bah en gros, les meilleurs physiques Les meilleurs physiques naturels. Les 3 meilleurs physiques naturels selon toi, Yann. Français ou pas? Il est marqué 3 meilleurs physiques naturels. Ah, c'est compliqué ça. Hein. En France? Ouais, j'irais dire peut-être français en vrai pour que les gens y comprennent. Ouais. Mais même moi, Et comme ça, on pourra se faire des amis. Non, en France. Alors, je pense quand même que Samuel Hartmann. En tout cas, même comme tu le disais, puis on en avait déjà discuté l'autre jour, même au niveau des résultats déjà, et même au niveau de la structure, je pense que c'est quelqu'un qui va être très difficile à battre. Et je pense que s'il arrive très sec et très conditionné sur scène, il l'a déjà été, mais s'il l'est encore plus, je pense qu'il serait presque imbattable. Enfin, déjà, de point de vue des Français, déjà. Après, franchement, en vrai, ouais, je sais pas réellement. Parce que je pense que le premier, c'est Samuel Hartmann, parce qu'en termes de résultats, il avait dû faire 4e en Allemagne, non? Au Pro Show, Pro Show. Je me souviens plus du classement. Parce que si c'est 4e, dans ces cas-là, le meilleur, c'est Robbie. Parce que Robbie, il a fini 3e, je crois, en Suisse. Je dis ça parce que, non, alors, en vérité, dans les 3 meilleurs physiques naturels, je pense Samuel, de par les résultats qu'il a déjà fait, sa structure qui est exceptionnelle, son posing qui est exceptionnel, y a tout ça qui est bon. Moi, je suis biaisé. Je vais aller dire Robbie Forrestal, qui est déjà pro. Mais parce qu'en fait, il a la particularité d'être très rond. D'avoir des très belle symétrie. En fait, c'est ça. Très belle symétrie. Ses muscles ont une très belle forme. C'est esthétique. Enfin... Et ça différencie de certains bodybuilders naturels où tu vois pas justement cette rondeur, par exemple, peut-être sur Dire qu'on le verrait pas, tu vois, où t'as des muscles très très ronds. Ouais, là, il est plus rond, plus plein. C'est. Ouais. Après, je suis évidemment biaisé. Et le 3e. Alors, non, mais non, toi, tu dois en dire un 2e du coup. Moi, je dois en dire un 2e. Après, en vrai, c'est compliqué, il y en a beaucoup. Franchement, moi, j'ai été impressionné par le physique de Charlie. Ah oui, il est bien, oui. Charlie, la coacherie là sur Instagram que j'ai vu au régional. Très bonne condition. Très beau rendu, surtout de face, les cuisses découpées, bien volumineuses, même assez large d'épaule. En termes de résultats, il va juste commencer là en NPC, en WNBF cette année aussi, mais je miserais quand même pas mal sur lui, on va dire, pour le package global. Donc ça, c'est ton 2e, il en faut un 3e. Ah. En 3e, moi, je vais aller dire Vivian Tisserand. Mais en vrai, je suis biaisé, mais parce que je le coach. Mais en fait, la vérité, c'est que je pense que Vivian a un physique qu'on voit rarement. Ouais. Et je pense qu'on le verra en fin d'année. Il est... D'ailleurs, Vivian aussi a été souvent accusé d'être un fake natif, etc. Nous deux, on a même douté. On a mais moi, j'ai douté de toi au départ, avant de te connaître. Mais Vivian, c'est un certain degré différent, c'est pas pareil. Vivian est absolument un dos énorme, des bras très bien, un très bon vacuum. et moi, j'ai hâte qu'il fasse sa première compétition. Je suis biaisé, mais si je dois prendre des personnes que je coach pas... à part Samuel, en France, je sais pas si j'ai pas assez de connaissances sur les gens en France, tu vois. C'est possible aussi. Je pense qu'il y a des très très bons physiques. Parce que par exemple, Arthur Gaines a une très bonne structure, mais après Arthur c'est un peu différent vu qu'il fait men's physique. Du coup, est-ce qu'on doit mettre top 3 des men's physique ou top 3, tu vois? Ouais, c'est. Donc voilà, en attendant, on en aura tiré. Moi, Charlie, moi, je suis un petit big up. Vu que t'as parlé d'un de tes clients, moi, je suis un petit big up à Daniel qui fait ses premières compétitions aussi et qui, je pense à lui, il y avait aussi Rémi qui a fait la compétition, mais c'est lui qui va faire la plus proche, on va dire, dans le temps, qui, selon moi, a un physique déjà très harmonieux, très esthétique, qui n'a pas réellement de points faibles, que ce soit de face, de dos, de profil. Et j'ai très hâte de voir des résultats qu'il fera cette année. Et j'espère que si on fait un podcast l'an prochain, qu'il aura eu des résultats et que je pourrais aussi parler que je pourrais parler de ses résultats aussi pour appuyer, on va dire. Non, mais donc en vérité, il y en a. Enfin, parce qu'après, si on se met à. Parce qu'il y a beaucoup, je pense, même de tes clients, de mes clients, qui ont des bonnes qualités, où on pourrait dire, mais après, si on veut vraiment parler des meilleurs, je pense, en vrai, là, on en a tiré peut-être 2. Et le reste. Il y a moi aussi, mais bon, ça, c'est. Je pensais que lui allait me faire un petit big. Non, on a parlé de physique naturelle. Et du coup, la dernière question, Yann, c'est pour toi, pour conclure. Pourquoi est-ce que naturellement, Lumeau est plus massif que toi?
Qui c'est qui a posé cette question de merde? Eh ben, écoutez, merci beaucoup. On va conclure là-dessus, c'était marrant. Très bien. Merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. Merci à Yann. N'hésitez pas évidemment à le suivre sur YouTube. Je vais mettre ton lien YouTube, Instagram. Suivre le podcast, mettre un commentaire, mettre un thumbs up, pouce en l'air. Et on parle très vite. Prochain épisode avec un autre invité très spécial. Et on parlera de tout l'inverse, car on parlera de produits dopants avec Victor Black. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais vous allez vite le connaître. À bientôt.